Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour discuter autour d'un sujet de transformation qui est très stratégique, qui est la transformation digitale. Donc il y a un certain nombre d'éléments récents avec la crise sanitaire et la crise économique qui ont fait que quelque part la maturité digitale s'est accélérée. D'après Satya Nadella, le CEO de Microsoft, on on aurait gagné 2 ans de maturité digitale en 2 mois. Donc l'objectif de l'atelier de ce matin, qui est l'atelier 10E, c'est de faire un focus sur l'industrie et de voir si ces tendances se confirment sur l'industrie. Donc au niveau de l'atelier, vous verrez, je vais laisser les intervenants se présenter juste après. On a essayé d'avoir une représentativité assez complémentaire au niveau de l'écosystème local des Hauts-de-France, entre des startups, des institutionnels, des industriels et des prestataires de services, pour couvrir l'ensemble du panel de l'industrie 4.0. Au niveau de l'agenda, on va effectivement se présenter après. On va regarder les tendances au niveau de la région qu'Elodie nous partagera. On regardera également ce qui s'est passé en termes d'impact sur 2 industriels qui sont complètement différents en termes de secteur d'activité que sont Bonduelle et Schneider. Et après, on fera un focus sur un certain nombre de thèmes qu'on a appelé des bullet points, sur lesquels on veut effectivement faire un petit arrêt et vous dire ce qui s'est passé ou pas en termes de tendance et d'évolution. Et dernier point, on regardera comment on passe à l'acte, comment on gère ce type de projet de transformation et surtout quel dispositif incitatif on peut trouver aujourd'hui au niveau du plan de relance. Donc Elodie, je vais te passer le micro pour que tu te présentes, puis après on va faire un petit tour de table et je finirai le tour de présentation. Donc Elodie Roard, je suis chargée de mission au sein de la direction de l'innovation et de la performance industrielle au Conseil régional, avec 2 thématiques principales qui sont l'industrie du futur, sujet du jour un peu, et les territoires d'industrie. On fait le tour de table avant ou j'enchaîne sur... Non, on fait le tour de table. Alors petit... On enlève peut-être le masque. C'est Margot, c'était Margot. Ah, c'est Margot. Bon, on va attendre. Merci. Bonjour à tous. Donc Margot Corréard, moi je suis la cofondatrice de Diagrams Technologies. On édite un logiciel dédié à la maintenance prédictive. On a créé l'entreprise l'année dernière. Dans mon parcours, moi j'ai toujours travaillé dans l'innovation. D'abord dans le secteur du design, puis j'ai travaillé pour la Commission européenne. Et il y a 5-6 ans maintenant, j'ai rejoint le monde de la recherche en travaillant donc chez INRIA, qui est le Centre national de recherche dédié aux sciences du numérique et à l'intelligence artificielle. Là-bas, je m'occupais du transfert de technologie. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mes 2 associés avec qui on a décidé de créer l'entreprise. Donc chez Diagrams, en fait, notre métier, c'est d'anticiper les pannes et les dysfonctionnements sur les équipements industriels. Tout ça pour aider nos clients à optimiser leur performance industrielle. Et donc on est ce qu'on appelle une spin-off du centre de recherche, puisqu'on exploite les dernières innovations, les dernières technologies de machine learning et qu'on vient les appliquer sur le terrain pour l'industrie. Et donc on est pleinement dans l'industrie 4.0. Bonjour, Claire Jolimont. Donc moi, je suis la cofondatrice de la société Pinkflow. Pinkflow, c'est un éditeur de solutions digitales de management visuel. Donc le management visuel, un thème de l'industrie puisqu'il provient du Lean. Et aujourd'hui, on accompagne beaucoup de nos clients dans leur transformation digitale, dans leur pratique du Lean, du management et surtout dans leur pratique opérationnelle d'animation d'équipe avec le management visuel. Donc ça fait depuis 2013, donc on est une entreprise de la région qui est née à Euratechnologie, donc un centre TIC. Et depuis 2013, on fait ce pont entre le monde des nouvelles technologies et le monde du terrain réel de l'industrie. Et donc j'aurai le plaisir de témoigner sur ces sujets-là juste après. Oui, donc Bruno Vandecastel, directeur de l'ingénierie du groupe Bonduelle. Donc je suis chargé de la consolidation des plans d'investissement, également de l'harmonisation des solutions technologiques pour le groupe. À l'intérieur de ça, bien sûr, il y a l'usine du futur,
et les solutions digitales qu'il convient de mettre en place à l'intérieur du groupe. Bonjour à tous, Eddy Lambin. Donc moi je suis spécialiste en transformation digitale. Je représente aujourd'hui le groupe Schneider Electric. Donc sous deux aspects, Schneider Electric l'industriel qui effectue sa propre transformation digitale à l'échelle de sa supply chain, c'est-à-dire nos 200 usines et nos 100 centres de distribution à travers le monde. Et le département transformation digitale qui accompagne l'ensemble des segments et des secteurs industriels et nos partenaires industriels dans exactement leur transformation industrielle liée au digital. Donc Antoine Chartres, donc moi je serai le modérateur et l'animateur de cette session. Je suis le directeur régional pour Schneider Electric. Et il y a une phrase qui me plaît beaucoup, hein, c'est d'inventer un monde ensemble, un futur responsable, green et digital. D'où notre présence aussi au World Forum, puisque les sujets environnementaux, climatiques et sociétaux sont importants pour nous. Et du coup, voilà. Et puis la partie digitale, c'est effectivement le thème de l'atelier du jour. Donc voilà. On va effectivement revenir sur le contexte et on va passer la parole à Elodie qui nous fera un focus vraiment détaillé sur la partie Hauts-de-France. 2 ans de transformation numérique en 2 mois. Et une autre donnée intéressante sur le digital, c'est qu'aujourd'hui 54%, ça fait partie du baromètre CCI qui a été publié au mois de juillet, c'est que 54% des entreprises envisagent de renforcer leur digitalisation pour favoriser la reprise. Donc c'est deux éléments clés qui nous font effectivement dire que dans l'industrie, il y a un rôle à jouer, il y a quelque chose à jouer, et c'est ce qu'on veut vous partager ce matin. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à participer à cette session que moi j'en ai pris à la concevoir et à partager du temps avec nos différents intervenants. Merci. Alors donc par rapport à la... Alors, avant de parler de transformation digitale, on peut partir d'où est-ce qu'on part. Alors bon, la France, c'est un acteur plutôt intermédiaire au niveau transformation digitale, utilisation du big data, avec un gros potentiel. Et le retard, il est essentiellement dû à des problèmes de ressources et de compétences. Donc au niveau régional, il faut savoir qu'il y a un baromètre 2019 régional qui a été fait et que l'utilisation du numérique, elle est très répandue dans les entreprises. Plus de 90% utilisent le numérique. La problématique, elle n'est pas sur l'utilisation du numérique, elle est sur l'utilisation avancée du numérique. Quand je dis avancée, ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, dans ce baromètre, on a 25% des entreprises qui déclarent l'utiliser pour l'augmentation de la productivité. Seulement 10% déclarent l'utiliser dans la personnalisation de la relation clientèle. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, on est peu mature, avec aussi la problématique de taille critique, et au-delà de ça, une réelle problématique de difficulté culturelle face au changement. Et donc voilà sur le constat. Juste un zoom par rapport à ce qui s'est passé au sanitaire. On est sur un contexte qui est compliqué, je reste sur l'industrie, avec une perte de moins 35% de chiffre d'affaires globalement sur l'industrie. Et donc, face à ça, des investissements qui sont complètement gelés. Et donc, par rapport à ça, la crise, elle a amené quoi? Elle a amené une réelle prise de conscience de l'importance de la transformation digitale. Et donc, cette prise de conscience, elle est sur donc l'importance de se transformer, mais aussi, ça a mis en avant, et ça c'est un des avantages de la crise, il y a eu des atouts, c'est que ça, comme le disait Antoine, ça a permis en effet d'accélérer, on a gagné 2 ans en 2 mois, mais c'est aussi, ça a mis en avant une certaine faculté d'adaptation des entreprises et des PME et de l'agilité. Donc il faut à tout prix essayer de conserver ça, pour continuer cette accélération. Et ensuite, par rapport à ça, il y a 2 freins qui sont importants dans cette transformation digitale. C'est l'équipement. Alors, on en est à du plus basique. Un PC, ça n'est pas suffisant pour télétravailler. Nombre de PME n'étaient pas dotés en équipement pour partager des dossiers, du cloud ou autre. Et deuxième frein, qui sont le côté humain. Comme je le disais, on est sur clairement la mise en place du télétravail. Ça a pu être compliqué.
et notamment en termes de changement. Et on peut prendre aussi un chiffre, c'est qu'on a 41% qui souhaitent prolonger la mise en place du télétravail, dans cette étude notamment CCI. Donc ça veut quand même dire qu'il y a 59% qui ne souhaitent pas le prolonger, alors que c'est une demande importante des salariés. Donc ça, c'est une donnée intéressante. Donc pour conclure, c'est qu'on n'est que sur un atout clairement, voilà, mais qui a manqué dans cette crise sanitaire. Voilà. Merci Élodie. Donc pour compléter la présentation d'Élodie et puis le contexte côté Hauts-de-France et puis le contexte de maturité côté industriel, on voulait donner la parole à deux industriels que sont Bonduelle et Schneider Electric dans deux domaines d'activité, deux secteurs d'activité complètement différents, qui probablement abordent le digital différemment. Et ce que je vais demander à Bruno et puis à Eddy, donc il y a un deuxième micro, ami de Bruno, ce sera peut-être plus simple, de regarder quelle était la roadmap en fait, des deux groupes au niveau du 4.0. Est-ce que les derniers mois ont remis en cause la roadmap? Est-ce que les derniers mois ont fait jaillir d'autres priorités par rapport à cette roadmap et de voir avec vous quelque part comment vous abordez le sujet et comment vous abordez cette accélération du digital. Bruno, je te passe. Oui, on va commencer par l'impact de la crise. C'est ta première question. Bon, le digital, dans un groupe industriel comme Bonduelle, c'est installé quelque part. Hein, c'est pas une nouveauté. La crise, de par l'installation généralisée du télétravail et de la nécessité d'apporter à tous les télétravailleurs tous les outils de l'entreprise et pas uniquement la messagerie, a poussé nos informaticiens à déployer, je dirais, tous leurs moyens, et ça a très bien fonctionné. Donc là, je crois que c'était extrêmement positif en matière de capacité d'entreprise à s'adapter à ces nouvelles nécessités. Donc ça, je dirais, c'est la partie télétravail. En matière purement industrielle, il faut savoir que c'est arrivé au mois de février-mars. Vous savez qu'il y a une grande partie de notre activité qui est saisonnière, avec un démarrage de l'activité au mois de juin. Et on était en pleine période de travaux avec, dans certaines usines, je dirais la moitié des équipements démontés, en attente de livraison de nouvelles machines. Hein, simplement pour la petite histoire, on a dû remonter certaines vieilles machines parce qu'on n'était pas sûr d'obtenir les nouvelles. Donc ça, je dirais, c'est la vie courante quelque part. Et en matière de digitalisation, ce qu'il faut retenir, c'est la nécessité de la généralisation du remote access pour les fournisseurs, donc le travail à distance, les informations à distance. On a été amené à réceptionner du matériel à l'étranger à longue distance sans être sur place. Donc là, il a fallu être imaginatif et puis mettre en lien les outils de communication qui vont bien. Alors, ce n'est pas fondamentalement une refonte de notre feuille de route 4.0. Hein, c'est une accélération de la partie communication avec l'extérieur. Avec un point de vigilance qui est toujours cette ambiguïté ou cette dualité à mener de front entre la communication accélérée vers l'extérieur et la sécurité informatique de l'entreprise. Donc ça, je crois que ce sera un accélérateur fort. C'est bien du travail en commun entre les équipes opérationnelles et les équipes de IT, de manière à déployer beaucoup plus rapidement les outils de remote access, tout en gardant un niveau, bien sûr, de sécurité qui est absolument nécessaire pour l'entreprise. Ça, je pense que ce sera un point, un acquis de cette crise Covid, cette nécessité-là. Après la feuille de route 4.0 à l'intérieur d'un groupe comme Bonduelle, bon, moi, j'ai pris ma fonction il y a 1 an, c'est une création de poste. Et donc, j'ai évidemment tous nos ingénieurs sont tous des passionnés et ont tous plein d'idées. Et donc, il y a des cas d'usage qui se développent un peu partout sur des problématiques à résoudre, sur des avancées, sur des très belles idées.
Et moi, je me suis rendu compte que comment on place ça à l'intérieur du projet de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on développe tel projet? À quoi ça sert? Est-ce que c'est la passion d'une personne à un endroit? Et quelle cause ça sert à l'intérieur de l'entreprise? Et je pense que c'est vraiment un chemin qu'il faut absolument faire quand on construit une feuille de route, enfin, à mon sens, c'est de rapprocher ça aux causes qu'on veut servir dans l'entreprise. J'en ai là remis quelques-unes. Je prendrai simplement un exemple. Bien sûr, la productivité et l'efficience opérationnelle, c'est ce qui est dans la tête de toutes nos équipes depuis toujours. Je dirais ça, c'est la recherche permanente de la progression. Il y a un sujet qui nous est particulièrement cher, c'est la traçabilité. Vous savez chez nous, on cherche à tracer les produits du champ à l'assiette. Donc, on a des technologies qui sont avec des temps, je dirais des constantes de temps courtes. On en a avec des temps longs, puisqu'on a du long life et du fresh. Et donc, cette traçabilité du champ à l'assiette, avec toute la nécessité également qui est d'apporter de la transparence produit aux utilisateurs, c'est un vrai sujet dans lequel la digitalisation doit nous apporter des solutions et nous permettre de progresser. Voilà, alors je ne vais peut-être pas aller plus loin à ce stade. L'idée, c'est de retenir, de servir une cause quand on cherche à développer un outil 4.0 et ne pas rester au niveau de l'expertise uniquement. Très bien, merci. Alors, du côté Schneider, je vais resituer deux choses. La première, c'est Schneider en tant qu'industriel, juste pour redonner la dimension de notre groupe industriel. Donc Schneider Electric, c'est une empreinte mondiale. On est sur, on va dire, 3 plaques majeures que sont l'Europe, l'Asie et les US. Et donc on a un footprint industriel à l'échelle mondiale. On couvre cela avec nos 200 usines et nos 100 centres de distribution à travers le monde. Donc globalement, 300 sites industriels. On a engagé, nous, un programme de transformation industrielle depuis quelques années déjà, et sur lequel on a eu des résultats significatifs, à la fois sur la partie usine, la manière dont on produit mieux, la manière dont on est efficace et la manière dont on assure, on va dire, les niveaux de qualité, les niveaux de service vis-à-vis de nos clients, tout en maintenant, on va dire, des usines, on va dire, safe and clean. Et donc, nous, on est assez avancé dans notre programme, et tellement avancé qu'aujourd'hui, bon nombre d'industriels collaborent aussi en qualité de stratégique partenaire, on va dire, industriel, pour bénéficier finalement de ce retour d'expérience de Schneider Electric. Donc on accompagne des clients, notamment dans le domaine du food and bev. Et si on parle de la région Hauts-de-France, des gens comme Danone, comme Rocket, font appel à nous pour, on va dire, passer à la vitesse supérieure d'un point de vue de la transformation digitale. Si je recentre un peu plus sur Schneider Electric, évidemment, nous, on est forcément énormément avancé dans la transformation digitale, et on a vu immédiatement le bénéfice, on va dire finalement, d'avoir ce niveau de maturité dans notre programme qui s'appelle le programme TSC 4.0. Alors la traduction, c'est le T pour Tailored parce qu'on est customer centrique, comme l'ensemble des industriels. S parce qu'on est sustainable et parce que voilà, la composante énergétique et la composante développement durable est intégrée dans toutes les activités de Schneider Electric, et on en parlera un peu plus tard. Et c'est pour le connected parce qu'on doit être connecté à nos clients, mais aussi connecté, comme vous l'avez dit, sur l'ensemble de notre supply chain en mode end-to-end pour avoir une visibilité à la fois sur nos produits, mais aussi sur l'ensemble de la supply chain, parce que ça impacte notre service, mais aussi finalement notre empreinte sur l'environnement et notre empreinte carbone. Donc ce qu'on a constaté, nous, de manière très opérationnelle durant cette période de Covid et puis cette période de crise sanitaire, c'est que, alors vous le savez certainement, mais Schneider Electric, l'activité de Schneider Electric est intimement liée aux activités critiques de la France et de l'ensemble des activités sur le territoire. Quand je parle des activités critiques, je vais parler des organismes d'importance vitale, je vais parler du nucléaire, qui nous a délivré beaucoup d'énergie dont on avait besoin pendant cette crise sanitaire, je vais parler des hôpitaux, sur lesquels il fallait assurer une continuité de service, notamment en termes de continuité des systèmes, mais aussi d'un point de vue de la sécurité des systèmes, mais aussi la cybersécurité sur l'ensemble de ces installations. Et aussi, pour un dernier exemple, par exemple, sur tout ce qui est assainissement et distribution de l'eau. Donc effectivement, c'est des domaines qui ont été très critiques, sur lesquels il fallait assurer un niveau de service, un niveau de disponibilité. Et les équipes de Schneider ont été extrêmement engagées durant cette période
crise sanitaire et de risques au niveau de l'ensemble de ces équipements. Donc nous, on a dû assurer 2 choses. La première, c'est la continuité de nos activités d'un point de vue industriel, parce qu'on devait continuer à servir nos clients. Et j'ai parlé encore la semaine dernière avec un de nos directeurs d'usine, par exemple, sur le Vaudreuil. Le fait d'avoir un programme avancé en transformation digitale qui permet à un moment donné, lorsque vous avez très basiquement une ligne à démarrer, vous avez des assets, donc des machines qui doivent être 100% disponibles. Donc fatalement, si vous avez avancé sur des domaines prédictive maintenance, etc., et que vous avez garanti la disponibilité de ces équipements, vous êtes plutôt bien et plutôt confiant par rapport à la continuité de vos activités. Quand vous devez manager les différentes personnes présentes sur le site en fonction de leur niveau de compétence, de leur niveau de formation et de leur habilité à travailler sur un poste ou sur un autre, quand vous avez des outils digitaux qui vous permettent d'associer à la fois vos ressources de matières premières, vos ressources secondaires en termes de personnes et d'équipements pour pouvoir produire un certain type de produits et donc garantir un délai de livraison, c'est très important. Et puis au-delà de ça, comme je l'ai dit, comme le programme couvre la supply chain, assurer aussi d'avoir une visibilité sur l'ensemble des endroits où on source, parce qu'on a vu que les limitations des déplacements, les limitations d'importation de produits, etc., sont aussi importants. Donc d'avoir cette visibilité sur le source pour pouvoir mapper au mieux la nouvelle organisation de notre supply durant cette crise sanitaire nous a permis aussi de garantir les taux de service. Et puis la manière dont on livre jusqu'à la partie retail, etc., pour assurer toute cette continuité-là. Donc oui, ça a été très important. On reviendra aussi certainement après sur la partie remote access, qui est associée effectivement au télétravail, au fait de pouvoir travailler en équipe, mais aussi de pouvoir travailler directement sur les équipements, donc avec tout un ensemble de fondations qui sont à mettre en place vis-à-vis de cette convergence IT-OT, vis-à-vis des architectures, des systèmes qui permettent à des sociétés tiers, mais aussi à nos experts, parce que si on prend l'organisation Schneider, nous, nos subject matter experts, comme on les appelle, qui sont nos experts sur certaines applications stratégiques pour l'entreprise, sont régionalisés. Donc sont régionalisés par exemple à l'échelle d'un continent comme l'Europe et interviennent dans différents pays à différents moments de la journée. Donc si on n'a pas cette capacité à intervenir sur des assets par le biais du remote access, ça devient très compliqué. Et donc oui, le fait d'être avancé dans notre transformation digitale nous a permis d'avoir une continuité de service et donc de satisfaire nos clients. Cette crise nous a permis aussi d'accélérer dans différents domaines et on y reviendra tout à l'heure. Et donc fatalement, comme on dit, il y a toujours une lueur d'éclaircie dans toutes les situations difficiles. Donc ça nous a permis, nous, d'être sereins par rapport à cette continuité de service et aussi d'être convaincus, ainsi que nos clients, de continuer à accélérer sur cette transformation digitale. Merci Eddy et puis merci Bruno pour ce partage qui était effectivement hyper intéressant et qui nous a permis de mettre en lumière un certain nombre de points qu'on veut partager maintenant avec vous. Ces points, ça a été dit, c'est comment on continue, quelle continuité de fonctionnement on peut permettre à une organisation grâce au digital. Le management, on a dit qu'il y avait du télétravail qui s'était énormément développé. Comment le manager et comment il adapte son rôle par rapport à ça. La maintenance, Eddy l'a cité, le fait de faire de la maintenance prédictive, c'est un atout. La supply chain, quelque part, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais on parle de reconfinement de certaines zones, etc. Donc c'est de voir effectivement comment aujourd'hui on adapte et comment on gère les flux. Et ça peut être une question intéressante qu'on pourra poser à Bonduelle, parce qu'il y a effectivement les agriculteurs locaux et puis il y a aussi les chaînes de distribution derrière sur des produits qui sont à durée courte. L'expertise et les RH, on a vu qu'effectivement la polyvalence, c'était quelque chose d'intéressant. Derrière, effectivement, il y a une notion d'absentéisme pour cause aussi de maladie. Donc c'est de voir comment on peut gérer un petit peu tout ça. Et derrière, de regarder aussi, puisqu'on est aussi au moment on est dans le World Forum aujourd'hui, de regarder la connexion entre le digital et le développement durable. Est-ce que quelque part, je peux accélérer la décarbonation en digitalisant ? Et au travers de tout ça, on a un fil conducteur et qui est en présence en permanence, qui est la cybersécurité. Bruno l'a évoqué tout à l'heure. Il y a eu un certain nombre d'attaques entre des hôpitaux, des sites industriels récemment. Donc c'est une question de fond qui est très liée à la digitalisation. Donc si on prend le premier thème, Bruno, je vais peut-être te ressolliciter du coup, sur la partie accès distance, centre d'excellence, intervention des sous-traitants à distance, tu l'as évoqué. Je ne sais pas si on peut revenir peut-être sur ce sujet. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui avaient envie de témoigner sur cette partie-là. Si on peut refaire un petit focus sur cette continuité de fonctionnement qui a été hyper importante et nécessaire.
et sur les moyens que vous avez peut-être mis en place avec vos fournisseurs. Est-ce que vous avez utilisé des fonctions spécifiques ou des outils particuliers pour pouvoir le faire ? Oui, c'était vraiment là les équipes ont été au pied du mur, donc il a fallu réagir avec beaucoup d'agilité et de réactivité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je dirais, de toutes les solutions qui ont pu être mises en place ici ou là, mais ça a été vraiment un accélérateur de nouvelles solutions. Hein. Voilà, bon, je dirais que là, à l'intérieur de notre feuille de route 4.0, c'est un élément, hein, cette accélération-là, cette adaptation des équipes à ce moment-là, dans un contexte, comme je disais, où on est en industrie saisonnière et où donc on a, je dirais, une pression qui est d'autant plus importante également pour réagir et puis pour se préparer. Moi, j'avais juste un petit point à rajouter par rapport à mon intervention de tout à l'heure aussi sur le cadrage de la feuille de route. Excuse-moi si je reprends le sujet un petit peu différent. C'est par rapport à l'architecture de tout ça. Dans la présentation que tu fais, il y a évidemment tous ces cas d'usage qu'il faut, enfin toutes ces fonctions qu'on veut servir. Donc, et puis, bon, c'est un inventaire quand même quelque part. Hein. Et après, on cherche, mais oui, mais c'est quoi le lien entre tout ça? Alors, bien sûr, il y a les objectifs de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise, avec lesquels il faut être en phase. Et on pense tout de suite aussi, quand on pense digital, à quelle architecture on veut mettre autour de tout ça. Hein. Donc, ça, voilà, on a des cas d'usage qui se mettent en place, on a des données qui ressortent. On a des utilisateurs différents, hein. On a les gens de la supply chain, on a la production, on a la maintenance. Chacun a un peu ses outils. C'est quoi l'interface entre les outils? Comment ça s'insère à l'intérieur d'une architecture globale? Quand je vous ai présenté le slide tout à l'heure, vous avez peut-être vu qu'il y a un petit sigle qui est marqué B1 à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est également chez Bonduelle en train de construire notre architecture de processus et d'IT du futur. Donc, c'est certain qu'à ce stade-là, on va chercher à voir comment l'industrie 4.0 s'insère dans une architecture globale. Et ça, c'est des sujets qui sont, à mon sens, beaucoup plus lourds, structurants, hein, et qui convient de mettre à sa juste place dans notre réflexion. Alors, pour reboucler sur le remote access, c'est clair que pour nous, c'est une question, comme j'ai dit et je le répète, le point le plus important, je pense, c'est qu'on va vraiment créer un bon lien, ce sera un accélérateur de la bonne communication entre les équipes opérationnelles et les équipes informatiques, de manière à décoincer, je dirais, peut-être les visions différentes qu'il peut y avoir entre la sécurité d'un côté et puis la volonté de communication de l'autre. Moi, je retiens ça comme point principal sur cet aspect remote access Covid. D'accord. Eddy, tu voulais... Oui, je peux ajouter un point... Pardon. Je peux ajouter un point plus de retour d'expérience. Deux choses. Pour l'activité industrielle de Schneider Electric, je vous en ai parlé. Il faut savoir que nous, la supply chain, par exemple, c'est 80 000 personnes. Au niveau de notre plan de transformation digitale et de nos experts en région, c'est 30 personnes. Donc vous imaginez bien qu'à un moment donné, pour couvrir 200 sites industriels, avec 30 personnes et 80 000 employés, il faut avoir cette notion, on va dire, de possibilité de travailler directement dans l'usine sans forcément y être sur place. Et ça, effectivement, ça nous a montré la valeur de ce qu'on avait déjà mis en place, mais ça nous a aussi permis de constater qu'on était capable de faire des choses qu'on n'imaginait pas avant et qu'on faisait systématiquement sur site. Donc ça nous a permis d'aller encore plus loin, donc finalement de continuer à accélérer pendant cette période-là, et finalement de rendre le déploiement de notre propre programme de transformation encore plus efficace et efficient. Le deuxième point sur lequel je me positionne un peu différemment de la partie Schneider Electric telle que l'industrielle, c'est plutôt les clients de Schneider Electric. Aujourd'hui, il faut savoir que Schneider Electric sert tout un ensemble de clients qui vont de end-users industriels, etc., mais aussi des constructeurs des machines et des équipementiers. Et aujourd'hui, clairement, le fait d'avoir avancé avec Schneider Electric sur leur transformation digitale, clairement, ça a sauvé la vie de l'entreprise. Parce que je vais vous donner deux cas d'usage.
On a des constructeurs de machines typiquement qui ont avancé avec Schneider Electric sur la mise en place de solutions technologiques, alors sans rentrer dans le texte, qui s'appelle écostructure, mais qui permettent globalement depuis un point spécifique, typiquement l'île, de surveiller par exemple une flotte de machines, de 500 machines à travers le monde. Nos clients qui avaient avancé sur cette logique de dire oui, je dois être capable à distance de surveiller l'état de mes machines durant les périodes de garantie, de surveiller les aspects critiques et d'être en communication avec mon client sur tous ces aspects-là, ont permis, un, de prendre une avance distinctive sur l'ensemble de leurs compétiteurs, deux, d'assurer la continuité de service sur lesquels ils ont des engagements financiers en période de garantie, et trois, sur les périodes d'exploitation, de garantir à leurs clients une continuité de service. Et ça, réellement, ça a renforcé leur empreinte chez leurs clients, ça leur donne la visibilité sur le futur de leurs opérations en tant que manager de flotte de machines ou flotte d'équipements à l'échelle mondiale. Donc oui, la transformation digitale a sauvé la vie d'entreprise, a fait prendre conscience à certaines qu'il était temps d'accélérer. Donc oui, c'est un accélérateur et quelque part, l'effet de cette crise sanitaire va renforcer encore plus cette dynamique. Côté, donc parfait, hein, j'ai oublié pour nos auditeurs de préciser aussi qu'on était sur une session live ce matin, donc n'hésitez pas à poser des questions sur tous les sujets qu'on va aborder maintenant. Je ne sais pas, Julie, si le flow arrive bien. Et après, de vous dire aussi que c'est une session aussi qui peut être revue en replay. Donc je laisserai mon adresse mail à la fin et je me ferai le garant de répondre à toutes les questions qui se poseraient pendant le replay. Donc on a vu effectivement cette partie continuité de fonctionnement de l'organisation. Il y a un point qu'on a vu et qui est hyper important, c'est le rôle du manager dans cette période et au travers de ça. Hein. Donc comment le manager entre guillemets anime son équipe avec une équipe qui est un peu à distance maintenant, qui n'est plus forcément sur le site. Comment derrière il peut faire des animations un peu plus digitales de ses équipes. Donc ça, je vais passer la parole à Claire sur le sujet. Tu me dis, Claire, parce que je sais qu'il y a un petit visuel à montrer juste derrière, donc tu me fais signe pour que je le mette. Écoute, on peut y passer. Je pense que la photo pourrait illustrer encore mieux mes propos. Du coup, oui, on parle beaucoup d'industrie du futur, de digitalisation. Aujourd'hui, moi, ce que je constate quand je me déplace sur différents environnements industriels, que ce soit, peu importe le secteur, de l'aéronautique, l'automobile, même potentiellement l'agroalimentaire, on a encore beaucoup d'animations sur vraiment le terrain en papier. Et donc, il y a aussi une démarche de digitalisation de ces pratiques d'animation d'équipe, d'animation de la performance. Donc, alors, ce n'est pas un sujet qui s'est révélé avec la crise actuelle, hein. C'est un sujet qui est bien ancré depuis un moment. Là, je pense que la crise et les enjeux justement d'accès à l'information ont accéléré cette tendance à la digitalisation, surtout sur peut-être des organisations qui étaient un peu moins matures sur ces sujets-là. Mais là, par exemple, je trouve que cette photo illustre bien le principe. Hein, c'est que, alors, c'est pas forcément que la gestion de format traditionnel, que ce soit tableau blanc en papier, est pas efficace, pas du tout, parce que justement, ça permet de mettre un cadre sur l'animation, de mettre des standards en place. Et souvent, ce sont des standards qui sont déployés à l'ensemble des usines, à l'ensemble des centres même de distribution. Et donc, c'est une organisation qui tourne. Et l'enjeu qui s'est accéléré, c'était d'avoir cet accès à distance à l'information pour les personnes qui, plutôt on va dire les chefs d'équipe ou les managers qui étaient à distance, pour limiter le nombre de présences sur place. Et l'autre enjeu qui n'a rien à voir avec cette crise, c'est qu'à un moment, il faut aussi gagner en efficacité parce que l'information existe, qu'il faut peut-être la mettre en valeur de mieux, peut-être aussi la partager sur différents panneaux, accélérer justement la transmission d'informations à des niveaux supérieurs ou à un niveau global. En fait, c'est améliorer globalement la visibilité sur ces informations. Et là, on est clairement sur des sujets de communication, d'accès à l'information, et c'est le sens du management visuel. C'est comment aujourd'hui je rends l'information efficace pour mes équipes, pour qu'elles soient en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je pense que ça a aussi accéléré la tendance à donner le pouvoir un peu sur le terrain. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que les collaborateurs avaient ces capacités d'innovation, d'agilité, et c'est eux aujourd'hui qui ont réussi à faire fonctionner l'entreprise quand c'était un peu le chaos partout en termes d'organisation. Donc ça, je pense qu'on a un peu inversé les rôles. Alors, c'était quand même une tendance qui existait, mais aujourd'hui, je pense que les industriels sont d'autant plus enclins à équiper les personnes sur le terrain.
parce qu'on sent que c'est là qu'il y a la valeur, et c'est aussi dans le concept du lean, il faut voir là où il y a la valeur, et pour moi la valeur elle est vraiment sur le terrain, sur ces sites industriels. Donc ça amène forcément plusieurs enjeux, notamment comment on accède à cette information, à la data. Et là, alors tout type on va dire, de maturité sur ces connexions, mais c'est vrai qu'avec les enjeux de cybersécurité qui ont été encore plus importants pendant cette période, il y a aussi ce trade-off à bien comprendre, parce qu'à un moment, les équipes terrain ont besoin de cette information pour pouvoir aller sur des sujets d'innovation, sur des expérimentations, pour exploiter leurs données qui existent. Et la cybersécurité ne doit pas être un frein à cette innovation de terrain. Et justement, je pense qu'il y a ce lien qui doit encore plus se créer avec les équipes de l'IT. L'IT doit être au service des métiers et leur donner le cadre qui fait que l'entreprise reste en sécurité sur ces informations, sur ces métiers. Mais il ne faut pas que ce soit un facteur bloquant. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut encore un peu de retour là-dessus, parce que je pense que chacun a du mal encore à garder ses marques. Je pense que forcément les contraintes côté IT sont fortes. Du coup, les métiers le comprennent, mais à un moment, elles ont besoin de résultats rapides, d'autant plus aujourd'hui, qui peut amener encore plus à des comportements sur le côté qui ne sont pas visibles par l'IT, qui peuvent être dangereux. Et après, c'est ni bon pour autant les équipes terrain que les fournisseurs ou autres. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense cet accès à l'information de façon efficace, mais en lien avec le besoin de cybersécurité, c'est fondamental. Et de l'autre, en termes d'animation, la transformation digitale, par exemple, là, on est vraiment sur le focus du rituel d'animation. Alors, c'est ce qu'on appelle l'AIC, c'est l'animation à intervalles courts. En général, ça, bon, pour ceux qui connaissent un peu les systèmes industriels, c'est des animations qui sont faites à différents niveaux du site. Souvent, on a le niveau 1, on va dire, c'est le rituel rapide top 5 qui réunit les opérateurs avec leur chef d'équipe. Le niveau 2, qui est un peu plus long, souvent c'est un rituel de 10 minutes avec les chefs d'équipe. Et le niveau site, qui est plus long et qui réunit l'ensemble des métiers. Donc forcément, le niveau d'information n'est pas le même à chaque stade. Et sur cette partie de rituel, la transformation digitale n'est pas juste un plaquage on va dire, du traditionnel au digital, peu importe la solution qu'il y a derrière. Ça demande à revoir forcément la méthode d'animation, la posture du manager et le fait qu'aujourd'hui, les équipes n'attendent pas d'avoir l'information, mais qu'est-ce qu'on fait de ces informations, quel plan d'action on va prendre pour résoudre ces incidents et être au mieux. En fait, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue, résoudre le plus rapidement possible dans les meilleures conditions et éviter de faire en sorte que ces incidents reviennent. Et donc là, c'est là aussi où je pense que parfois le terrain a besoin d'accompagnement en amont sur sa stratégie d'organisation et de management. Parce que justement, parfois, le digital est vu comme je vais avoir accès à distance et je l'aurai sur ma tablette ou sur mon PC, et puis comme ça, je pourrai animer de la même façon mon équipe de chez moi. Et ça ne se passe pas comme ça dans les faits, et c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre à un niveau un peu plus stratégique et revoir vraiment ce que peut apporter le digital dans ces animations. Donc des informations qui n'étaient pas forcément possibles avant parce que trop contraignantes à mettre à jour. Peut-être que justement un niveau d'alerte qui va faire en sorte que on va pouvoir intervenir au bon moment et peut-être éviter certains rituels en amont. Et puis aussi laisser une autonomie en local. Donc il faut revoir pour moi toute la chaîne d'animation des équipes et vraiment repenser from scratch le rituel en prenant ce qui marche bien et en améliorant, en boostant avec le digital pour qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée que juste un accès distant. Et donc ça peut être justement gagner en réactivité, en escalation, en agrégation, et je pense que c'est vraiment cette visibilité d'information qui peut être améliorée par le digital. Donc là, c'était sur la partie, on va dire, management. C'est parfait. N'hésitez pas à interagir si vous avez au niveau des intervenants des questions ou des compléments. Oui, je pense qu'il y a des aspects aussi culturels, parce que les intervenants, les opérateurs dans nos usines, le temps passe, ils sont tous de plus en plus jeunes. Et ils ont à l'extérieur de l'entreprise des outils d'accès à tout, des applis pour tout. Et quand ils arrivent à l'intérieur de l'usine, il faut aussi qu'on soit en phase avec cette culture de la communication. Et je pense qu'on a encore un peu de progrès à faire de ce point de vue-là.
Merci. Je vais juste prendre une minute pour renforcer ce qui vient d'être dit par Claire. Je dis une minute, comme ça rassure Antoine. Non, parce que Schneider Electric, j'en ai parlé, notre transformation industrielle, et c'est important de le souligner, elle s'appuie sur un backbone, enfin une colonne vertébrale qui est l'excellence opérationnelle et le lean manufacturing. Donc nous, on est utilisateurs du type de solutions qui a été présenté par Claire autour de l'animation à intervalles courts. Et oui, c'est très pertinent parce que immédiatement, ça amène des gains de productivité à la fois sur les fonctions opérationnelles et sur l'ensemble des fonctions support. Donc oui, ça c'est très important. Et le deuxième point que tu citais, que je souhaiterais renforcer, c'était cette pertinence entre accélérer la convergence entre l'IT et l'OT, mais pas uniquement d'un point de vue des systèmes, mais aussi d'un point de vue de l'organisation et des personnes. Parce que oui, aujourd'hui, on est obligé d'embrasser le digital, cette transformation industrielle par le biais du digital. Donc on ne peut pas éviter d'embrasser, on va dire, le risque lié à la cybersécurité. Et donc la meilleure stratégie d'un point de vue de défense cybersécurité, c'est une stratégie offensive sur la mise en place de policies, de matériel et de structures autour de ça. Donc quand je dis de structure, c'est à la fois organisationnel, matériel et logiciel pour pouvoir embrasser ce risque et minimiser justement le risque autour de ça et non pas l'éviter. Merci Eddy. Côté dans le concept juste suivant, dans les bullet points qu'on avait remontés, il y avait aussi la partie maintenance. On a parlé d'accès à la data sur la partie effectivement trouver les données pertinentes et autres. Eddy a parlé aussi tout à l'heure de l'importance d'avoir un système qui permette de faire de la maintenance prédictive. Margot, du coup, est-ce que tu peux nous parler effectivement des évolutions de tendance côté maintenance, accélération s'il y a eu pendant la période sur ce sujet? Déjà, l'enjeu prioritaire, et on l'a vu aujourd'hui, là, c'est vraiment pour les industriels de faire en sorte que les usines tournent. Il y en a certaines qui ont dû s'arrêter, et c'est surtout après comment on les redémarre. Et donc, la question derrière ça, c'est l'outil de production. Voilà, il faut qu'il soit en bon état, il faut qu'il soit disponible. Et donc ça, cette fonction-là, c'est la fonction maintenance qui doit l'assurer. Et pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, l'idée vraiment, c'est de pouvoir, dans le travail au quotidien, décloisonner tous les corps de métier. C'est-à-dire que quand on parle de surveillance à distance, on l'a dit, on fait partie, les services qui prennent part à ça, c'est les DSI, c'est les équipes de production, c'est les équipes de maintenance, la partie management. Donc c'est vraiment un effort collectif qu'il faut viser sur ces thématiques-là. Et donc du coup, pour revenir vraiment sur des choses très pratiques de la maintenance, la maintenance c'est très concret. Il y a un élément qui a été très important pendant cette période de confinement, et encore aujourd'hui, c'est la question centrale de la gestion des stocks de pièces de rechange, puisque pour que les machines soient disponibles, il faut qu'on puisse avoir les bons outils, les bonnes pièces pour pouvoir faire les réparations comme il faut. Et c'est un savant exercice de savoir bien dimensionner en fait son stock, parce que si on fait du surstock, en fait on a des coûts qui sont pas forcément utiles, puisqu'on va avoir des pièces qu'on va pas forcément utiliser. Et au contraire, alors là c'est la catastrophe, si on manque de pièces de rechange, alors là on est complètement paralysé et c'est une catastrophe. Et donc là, d'autant plus dans une situation où la chaîne logistique a été aussi perturbée comme on l'a connu, et avec un délai d'approvisionnement qui n'est pas maîtrisé ou qui peut être vraiment très long. Donc du coup, il y a eu vraiment cette prise de conscience aussi de comment on fait pour optimiser au mieux cette question très pragmatique de pièces de rechange. Et là, une des solutions donc apportées par des solutions de transformation digitale, c'est vraiment en fait de pouvoir arriver à suivre l'état de fonctionnement réel des machines. En fait, l'idée, pour pouvoir mieux s'organiser, c'est de pouvoir anticiper et planifier. Et pour pouvoir faire ça, il faut connaître l'état réel de dégradation des machines. Et donc ça, c'est vraiment... les gens prennent vraiment conscience que quand on est à distance, qu'on ne peut pas forcément faire les rondes comme c'était prévu, quand on a éteint sa machine pendant un temps et qu'il faut après la redémarrer, comment on fait pour s'assurer du bon fonctionnement et du niveau de dégradation faible ou au contraire beaucoup plus fort de ces machines. Et donc là, il y a vraiment des solutions qui peuvent être apportées avec des solutions de surveillance de maintenance prédictive en l'occurrence. Et pour vous donner un exemple concret, quand
Une équipe de maintenance fait voilà, sa maintenance préventive systématique, donc à intervalles réguliers. On va venir changer des pièces de rechange, on va dire entre guillemets à l'aveugle, sans connaître vraiment l'état d'usure de la machine. Et donc on ne sait pas forcément si on avait besoin de dépenser entre guillemets des pièces de rechange. Et donc ça peut être vraiment un gain facile à faire sur ce genre d'action de maintenance. Et il y a un autre point qui est important, Claire le mentionnait aussi, c'est la problématique de ce qui est récurrent. Donc dans les pannes, évidemment, la maintenance subit toujours les pannes. Hein. L'idée, c'est de tout anticiper. Mais quand il y a une panne qu'on traite une fois, mais qu'en fait, on ne connaît pas bien l'origine de la panne, et donc du coup, elle revient toutes les semaines, et donc ça mobilise du personnel, ça mobilise des pièces de rechange. Voilà. L'idée d'avoir des solutions qui permettent cette surveillance et d'apporter un diagnostic pour trouver l'origine des pannes, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti comme très intéressant pour les équipes sur le terrain, parce que ça fait gagner un temps précieux sur la maîtrise et la connaissance de ce qui se passe pour les machines. Donc pour terminer voilà, sur ce point, c'est vraiment comment on fait pour maîtriser au mieux ce qui se passe, pour réduire les urgences. En fait, là, la situation aujourd'hui a montré que travailler dans l'urgence, quand on est loin, quand on a cette situation voilà, qui a été inédite, hein, comment on fait pour s'approvisionner, etc., c'est vraiment la chose à proscrire. Et donc, avoir des outils qui permettent de décloisonner dans les services, de faire que les équipes communiquent entre elles et apportent un peu ce sentiment de maîtrise et de confiance sur les outils de production, c'est vraiment voilà, la nouvelle dynamique qui avait déjà été engagée auparavant, mais qui là maintenant est encore plus appuyée parce que les gens voilà, l'ont réalisé sur le terrain. Parfait, merci Margot. C'est vrai que ça nous permet effectivement d'avoir un éclairage sur tout ce qui est maintenance et ce qui permet d'assurer la disponibilité des équipements. Tu as abordé la notion de supply chain, gestion des stocks. On voudrait élargir un peu le sujet maintenant sur la supply chain globale au niveau des industries. Et avec Bruno, on avait eu la discussion notamment sur les salades côté Bonduelle, qui sont dans la supply chain d'expédition, qui sont des produits à DLU très courtes et pour lesquels il faut effectivement savoir où on va expédier au mieux. Et demain, j'espère que le président de la République ce soir nous dira pas qu'on reconfine certaines zones, mais demain, si on arrive à un reconfinement partiel de certaines régions, il va falloir effectivement, je pense, amener de l'intelligence aussi sur la supply chain pour trouver les chemins les plus courts pour livrer quelque part la production, quoi. Oui, là on a, comme je vous l'ai dit, chez Bonduelle, deux grandes activités, on va dire le long life, la conserve, les surgelés, et le frais. Hein, c'est-à-dire on a des salades 4e gamme et puis du traiteur. Et les constantes de temps sont totalement différentes. En fraîche, il faut réagir extrêmement rapidement. On a des commandes le matin qu'on doit livrer l'après-midi. Il y a énormément de décisions qui sont prises très rapidement sur des circuits logistiques, entre des zones d'approvisionnement, entre des zones de distribution. Et les équipes donc, supply sont amenées à prendre des décisions rapidement sur des données qui n'ont pas été forcément optimisées. Hein, c'est du bon sens. Alors le bon sens, il a une grande valeur, mais quand on dispose de beaucoup de données, on peut aussi avoir des outils d'aide à la décision pour aider les opérationnels à prendre les meilleures décisions, même quand ils doivent prendre des décisions très rapidement. Donc il y a un travail en cours chez nous là-dessus, en termes de retour d'expérience sur des données pour construire des outils d'aide à la décision. Et là, on a, alors c'est pas typiquement Covid, mais c'est un sujet qui est en cours depuis avant le Covid. Mais effectivement, c'est l'impact sur la supply chain, sur des processus très courts et l'appui de la digitalisation et de l'analyse des données pour faire de l'aide à la décision. Voilà, le témoignage que je peux apporter sur ce thème. Eddy, je sais que tu voulais aussi toi intervenir sur cette partie-là. Oui, exactement. Alors, nous, effectivement, la visibilité end-to-end sur la supply chain, elle couvre plusieurs aspects. Déjà, au niveau de Schneider Electric, je vous ai cité notre plan de transformation de notre global supply chain.
Donc finalement, il y a vraiment 6 zones sur lesquelles on fait un focus. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, la manière dont on fabrique, la manière dont on source, la manière dont on délivre. Puis après, on a des sortes de end-to-end, on va dire, dans ce qu'on monitore ou dans ce qu'on surveille. Et dedans, effectivement, il y a une approche déjà de planification end-to-end sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et là, ça rejoint un peu le contexte sanitaire avec les différentes plaques géographiques, etc. Mais il y a aussi une notion de visibilité end-to-end en termes de traçabilité, par exemple, de l'ensemble de nos produits. Donc effectivement, aujourd'hui, typiquement sur nos clients, dans le domaine de ce qu'on appelle le consumer package good, donc la partie vraiment consommation client, le food and bev, etc. Il y a une forte demande sur cette approche de end-to-end, notamment pour traiter des sujets très stratégiques pour les entreprises. Par exemple, la maîtrise des circuits de distribution. Aujourd'hui, nos clients dans le domaine du cosmétique, du luxe ou de l'agroalimentaire veulent maîtriser leur circuit de distribution. Donc finalement, assurer une traçabilité unitaire, par exemple, sur une bouteille de champagne, permet de savoir à un moment donné, lorsqu'on la retrouve dans un point de vente, est-ce qu'elle est dans le bon pays, dans le bon circuit de distribution, etc. Et est-ce qu'on est bien aligné avec la délivrance de ce produit, au-delà de l'aspect productivité associé. 2, de gérer aussi la contrefaçon autour de l'ensemble des produits de luxe, parce qu'à un moment donné, vous pouvez trouver un produit qui ressemble énormément au produit d'origine, mais qui n'en est pas un. Donc le fait d'avoir un processus d'identification de ces produits, des possibilités d'identification, ça vous permet de vérifier qu'on n'est pas sur de la contrefaçon. Donc, et cela directement avec des outils d'application sur les smartphones, etc., et même jusqu'aux consommateurs. Sur l'aspect agroalimentaire, j'oserais dire, évidemment, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on veut savoir ce qu'il y a dans nos assiettes, ce qu'il y a dans les éléments qu'on consomme, etc. Donc, avoir cette visibilité-là, en étant consommateur, ça fait partie des enjeux premiers. C'est des sujets qu'on traite. Vous avez parlé tout à l'heure des programmes de la fourche à la fourchette. On est forcément impliqué là-dedans. Et puis, pour rejoindre un peu le sujet de l'aspect sanitaire, aujourd'hui, sur l'ensemble des développements d'applicatifs qui permettent à un industriel, par exemple, du segment de l'agroalimentaire, de rappeler un produit pour préserver la santé des consommateurs, mais aussi de le rappeler de manière intelligente par rapport à une approche de traçabilité, une approche de sérialisation, etc., pour pouvoir aussi maîtriser l'aspect économique de ce problème rencontré à l'échelle de l'entreprise, c'est aussi un enjeu majeur pour l'entreprise. Claire, tu voulais intervenir aussi sur le... Alors moi, j'avais un petit retour d'expérience à partager. On a ressenti aussi ce besoin de visibilité entre les différents acteurs de la supply chain il y a à peu près, on va dire, 2 ans. Donc, on a fait évoluer aussi nos applications, on va dire, du management visuel. On est très axé flux, donc suivi des temps réels, des écarts, etc. Et on était très présent dans l'aéronautique. Enfin, on l'est toujours. Peut-être. Donc, tout ce secteur est vraiment en train de se métamorphoser, donc on ne sait pas ce que sera fait demain. En tout cas, l'aéronautique était structurée vraiment sur le fait où l'enjeu était de livrer à l'heure. Et donc, pour faire ça, il faut vraiment bien suivre au niveau de son site les opérations par rapport au début théorique, au début réel et les écarts, pour anticiper au mieux les retards qui arriveraient et informer en général le constructeur au bout de la chaîne, pour que lui-même anticipe. Mais avant ça, il y avait aussi des fournisseurs, donc des entités, on va dire, logistiques sous-traitées, qui aussi avaient leur rôle à jouer dans la chaîne. Et donc, en fait, en cas d'application, c'est ce qu'on a appris, c'est que nos usages du management visuel ont permis de fluidifier cette chaîne en affichant chacun les informations de l'autre. Et donc, nous, c'est ce qu'on a appelé un peu une partie de l'entreprise étendue. Et c'est un concept aujourd'hui qui est demandé de plus en plus entre les différents acteurs. Et là aussi, pose le sujet de l'accès à l'information, puisque ça veut dire accepter d'être transparent par rapport à son client ou nous en tant que fournisseur, et aussi cet accès à l'information. Et donc, il y a le sujet en interne, je pense, de l'accès à l'information, donc rendre les données accessibles pour ces métiers, pour une exploitation et libérer, on va dire, la performance locale, mais aussi être capable de partager de l'information à une entité tierce pour s'améliorer aussi. Et là, je pense que quand on aura aussi simplifié ces parties-là, on aura fait un grand pas en avant, parce que pour moi, cette visibilité, elle est vraiment clé. Côté, donc merci Claire pour ce témoignage sur la partie supply chain qui effectivement vient
vient conforter un peu certaines visions qu'on avait. Et puis, j'espère qu'on ne devra pas mettre encore plus d'intelligence au travers de ça pour savoir un peu les chemins qu'on doit parcourir pour livrer. Tout à l'heure, sur la partie maintenance, Margot, tu parlais de polyvalence des équipes, de quelque part capitaliser sur l'expérience des gens, formaliser un petit peu tout ça, et puis surtout pouvoir gérer aussi les absences au niveau des équipes. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots sur ce sujet ? Oui, en fait, alors déjà, avant le contexte de Covid, il y a une grosse tendance dans l'industrie, c'est qu'il y a eu vraiment un départ massif des experts à la retraite, qui ont fait que les équipes, elles sont en train de se renouveler. Les recrutements sont quand même assez en tension dans les secteurs industriels et d'autant plus dans les secteurs de la maintenance. Donc il y avait déjà un contexte où il y avait déjà en fait dans les équipes des absents. Et donc là, la question se posait déjà de comment on fait pour des jeunes qui arrivent sur le terrain, pour leur donner des outils. C'est souvent des gens qui ont une connaissance en fait théorique, ils débutent leur carrière. Et comment on fait quand on est un jeune qui sort d'école, on arrive dans une usine où il y a un parc de machines énorme, des fois c'est des centaines de machines, pour devenir opérationnel le plus rapidement possible, en sachant qu'à sa place avant, il y avait un expert qui était là depuis 35-40 ans et qui connaissait les machines sur le bout des doigts. Mais ça, c'était vraiment déjà la question à se poser sur comment on fait pour accompagner à cette montée en compétences, à la formation très concrète de comment je prends en main une machine, comment je la répare, en sachant que ça serait trop beau si la même machine tombait toujours en panne de la même façon. Non, il y a toujours mille et une choses qui ne vont pas sur une machine, donc il faut à chaque fois trouver la bonne cause de panne. Et donc du coup, il y a déjà eu cette réflexion sur comment on accompagne ces jeunes pour leur apporter une information ciblée. Et ça s'est évidemment accentué avec le confinement, avec des gens qui étaient absents non plus parce qu'ils sont partis à la retraite, mais parce que garde d'enfants, parce que des gens qui ont été malades. Et donc du coup, c'est vraiment la question a été vraiment encore accélérée. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est déjà des choses qui étaient présentes avant, mais qui, avec le contexte, se sont vraiment accélérées. Et là, tout l'enjeu, c'est de faire des outils qui soient accessibles et faits pour ces gens du terrain. Et comment on pense vraiment l'utilisation, l'animation, ce que Claire aussi disait tout à l'heure. Si on apporte un outil et on dit certain, en fait ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une pédagogie et une action autour. Et dans la maintenance, c'est exactement pareil. Et donc, nous, par exemple, chez Diagrams, on fait vraiment attention à ce point-là, sur comment on rend très accessible. Nous, dans notre équipe, on a des data scientists, on est issus de la recherche, et on ne va surtout pas pousser des modèles mathématiques compliqués à nos clients. C'est vraiment comment on traduit cette partie data science, intelligence artificielle dans un discours très métier pour que les gens comprennent. Et c'est à nous à faire l'effort de faire cette traduction-là pour que nos outils soient utilisés et faciles d'utilisation pour que ce soit une réussite sur le terrain. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre en compte pour tous les éditeurs de logiciels en général. C'est vraiment comment on fait pour que nos solutions soient parfaitement adapté à la réalité des gens sur le terrain. Et ça, c'est vraiment... je pense que les industriels ont appris des choses, mais nous aussi, on doit aussi apprendre pas mal de choses, parce que dans un contexte où nous, on a imaginé que les gens allaient utiliser nos outils dans un contexte bien dédié, en fait, sur le terrain, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et donc, du coup, cette flexibilité, cette ouverture d'esprit et cette remise en question, elle est vraiment indispensable de tous les côtés pour que ce soit une réussite sur l'accompagnement de notre côté de nos clients et la réussite des clients sur l'optimisation de leur performance en général. Claire Eddy, j'ai vu que vous aviez levé la main pour intervenir. Bruno, je passe. Alors moi, je suis complètement d'accord avec Margot, et sur la casquette forcément d'éditeur digital, on se doit de comprendre les problématiques des industriels. Et en fait, parfois, c'est vrai qu'on peut avoir une tendance d'être dans une bulle techno et qu'en fait, forcément, sur le terrain, c'est notre réalité. Côté aussi sur les jeunes, je pense qu'il y a un vrai sujet de passer à l'industrie 4.0 pour attirer les jeunes aussi. C'est ce qu'on disait aujourd'hui. Beaucoup arrivent sur le terrain et quand ils voient ce qui se passe, en fait,
ça n'attire plus vraiment l'industrie. Et pour moi, c'est un vrai enjeu parce que nous, on le voit côté digital. C'est des métiers qui font un peu plus rêver aujourd'hui les jeunes ingénieurs ou même de tout secteur. Parce qu'il y a des métiers, parce que ça recrute, mais surtout parce qu'on va dire il y a le tout est possible. Et qui ressentent dans la partie tech avec beaucoup de nouveautés, c'est en perpétuelle évolution, toujours des nouvelles technologies. Donc c'est vraiment un rythme, on va dire, effréné côté digital. Pour moi, je suis convaincue qu'on a le même rythme côté industrie, mais il n'est pas mis en valeur. Et quand on arrivera à pouvoir peut-être remettre un peu plus de sujets, on va dire, d'avenir au sein de l'industrie pour attirer les jeunes, parce que c'est ces jeunes qui doivent porter aussi ces sujets-là, je pense qu'on pourra faire un pas. Et nous, en tant qu'acteurs digital, avoir aussi des personnes en face qui comprennent, qui ont envie de se mettre dans cette démarche et qui sont acteurs de leur transformation. Je pense que là, on a une vraie opportunité. Il y a les aspects culturels, bien sûr, d'attirer les jeunes, mais ça va beaucoup plus loin pour moi. La digitalisation, elle doit permettre de rendre les personnes de terrain beaucoup plus acteurs qu'ils n'étaient auparavant. Donc il y a des enjeux de management dans l'entreprise qui sont extrêmement puissants au travers de ça. Il y a beaucoup de progrès à réaliser, que ce soit sur les outils à mettre en place ou que ce soit aussi sur des styles de management, puisque finalement ça va se rejoindre. Et moi je suis convaincu qu'il y a un potentiel énorme à mettre à disposition des opérateurs, mais de l'ensemble des forces vives de l'entreprise, les outils qui vont leur permettre d'être encore plus acteurs demain dans leur job. Et c'est ça qui va les attirer. L'outil, c'est gentil, mais s'ils sont vraiment acteurs de l'entreprise, c'est ça qui va les attirer. Je vais juste ajouter un complément parce que du coup, vous avez tous très bien synthétisé ce sujet. Alors, moi, je ne vais pas parler de ce qu'on devrait faire, mais je vais plutôt vous dire ce qu'on a fait au sein de Schneider Electric en tant qu'industriel, parce que c'est important. On a parlé de l'usine, de la end-to-end, etc. Et nous, on a ce qu'on appelle dans notre programme de transformation des enablers, enfin des choses qui permettent, on va dire, d'accélérer et de passer à l'action. Donc il y a effectivement la partie collection de la donnée, et puis l'intégrité de cette donnée, et puis la surveillance du cycle de vie autour de cette donnée, on en parlait tout à l'heure. Le deuxième point, c'est effectivement l'aspect de cybersécurité autour de tout ça pour pouvoir travailler à tous les étages de l'entreprise. Et vraiment, l'axe principal sur lequel on s'est aussi concentré lors de notre programme de transformation industrielle, c'est ce qu'on appelle l'empowerment des personnes. Donc vraiment redonner le pouvoir aux personnes. Alors pas uniquement aux opérateurs, parce que souvent on fait un focus, on va dire, dans le monde industriel sur la couche opérateur, mais vous l'avez cité, c'est l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Parce qu'en fait, réellement, le point le plus difficile, enfin en tout cas de mon point de vue et d'expérience, c'est plutôt sur le middle management. Parce qu'autant, quand on apporte de la technologie qui facilite le quotidien de l'ensemble des opérateurs, de l'ensemble des opérations, etc., oui, il y a une adhésion, en fait, il y a une forme d'adhésion. Et lorsque c'est positionné en tant qu'aide pour pouvoir, à côté de ça, faire du travail à forte valeur ajoutée, pour simplifier l'aide diagnostic, aussi pour valoriser des compétences, parce que vous en avez parlé à un moment donné, comment on fait pour cristalliser le know-how de personnes qui sont depuis 20, 30 ans dans l'entreprise. Ce n'est pas simplement en arrivant avec une solution digitale et en leur disant on va simplifier votre travail. C'est en arrivant en leur disant voilà, on a besoin de votre expérience, on a besoin de tout ce que vous avez fait dans l'entreprise, on a besoin de le transmettre aux nouveaux arrivants, par le biais de la formation directe, mais aussi par le biais de la cristallisation de tout ça dans un outil et dans un software. Et nous, c'est vrai qu'on a la chance d'être sur les deux tableaux, parce qu'on est concepteur de software et de solutions logicielles et industrielles, et on voit que le seul moyen, le seul chemin qui mène à ça, c'est qu'effectivement, de repositionner les personnes différemment par rapport à leur expérience, par rapport à ce transfert de compétences et par rapport à ce training. Et si je replace tout ça dans la photo de la transformation digitale au global, aujourd'hui, nous, on n'a pas de contraintes ou de problématiques liées à l'implémentation de la technologie et des solutions logicielles. La plus forte contrainte qui s'oppose, on va dire, au déploiement de ces programmes dans l'entreprise, c'est l'organisation en tant que telle, de par l'héritage, le legacy, etc., de la manière dont l'entreprise s'est construite, à travers de la croissance externe et puis de l'acquisition de différentes formes d'entreprises et de différentes formes de supply chain. Et deux, c'est
les personnes, alors pas que les personnes soient en tant que telles une problématique, mais les personnes avec l'association de leur évolution de compétences, l'évolution des formations et tout le plan, on va dire, de ressources humaines et d'adaptation, on va dire, de cet accompagnement de l'ensemble des forces humaines de l'entreprise au regard de cette disruption qui est la transformation digitale et industrielle. Merci Eddy. Donc c'était le volet effectivement sur lequel on voulait faire un focus. On est presque à la fin là, des différents bullet points. Il y en a un qui va être, puisque c'est l'autre, si on peut trouver des gagnants dans la crise qu'on vit, il y a effectivement la transformation digitale qui s'est accélérée. Mais il y a un sujet qui est revenu énormément sur le devant de la scène, c'était les enjeux climatiques. Et au travers de ça, tout ce qu'on appelle, tout ce qui est décarbonation, développement durable. Donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est d'après vous, quels sont les leviers? Est-ce que le digital est un levier pour accélérer le développement durable et la décarbonation des industries? Merci. J'ai juste repositionné un tout petit peu le développement durable à l'intérieur de Bonduelle. Je pense que vous avez pu peut-être entendre nos dirigeants s'exprimer sur le sujet au travers de notre ambition Bicorp. C'est un programme, je dirais, ambitieux qui rejoint non seulement le développement durable, mais la notion de mission de l'entreprise. Donc vous voyez que ça touche vraiment le cœur de la vocation même de l'entreprise. Et évidemment, à l'intérieur de cette mission, eh bien, là, il y a le bien-être général et en particulier l'environnement. Donc je vais plutôt focaliser sur cet aspect développement durable au sens de l'environnement, au sens du climat, au sens de l'empreinte carbone. Quand on regarde aujourd'hui toutes les pistes qu'on a pour réduire notre empreinte carbone, bien sûr, il y a les énergies renouvelables, il y a tous ces sujets-là qui sont des leviers, mais on se rend compte quand on fait des bilans des potentiels de pistes de progrès qu'on a chez nous, ça reste la diminution des consommations d'énergie qui reste le meilleur levier. Plutôt que de faire d'avoir besoin d'une énergie renouvelable, il vaut mieux encore ne pas avoir besoin du tout d'énergie. C'est encore plus simple. Et à l'intérieur de ça, effectivement, on a besoin d'un monitoring de nos installations qui soit encore plus poussé qu'aujourd'hui, et pas seulement sur les installations de production d'énergie dans nos usines, hein. Je pense aux chaufferies ou autres installations d'utilité, mais également dans nos process eux-mêmes. Et alors là, se pose la question de savoir comment on intègre ça dans l'architecture globale du management des data de l'entreprise. Ce sont des data, mais très technologiques, hein, qui arrivent dans le système. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle architecture on met autour de tout ça? Est-ce que ça rejoint les mêmes canaux d'information que le pilotage de la production? Peut-être pas. Est-ce que ça rejoint les logiciels de gestion de maintenance? À quel endroit on va les mettre, ces data-là, hein? Donc oui, la réponse est oui. La digitalisation doit amener sa part sur le développement durable, et je pense en particulier sur la maîtrise de l'énergie. Ça peut être sur la maîtrise des consommations d'eau, bien sûr, également. Mais ça pose également, c'est peut-être le point d'entrée, je dirais, des données technologiques dures, on va dire, quelque part, dans les datas qui vont circuler dans l'entreprise, et là, pour le coup, au service du développement durable. Je ne sais pas si ça Parfait. Hein. Juste pour ajouter un point rapide, il y a un autre élément qui est important et qui se raccroche à cette thématique, c'est la gestion des rebuts. En fait, tout l'intérêt, c'est aussi que quand les machines tournent, on soit sûr le plus possible que ce qu'on est en train de produire est conforme à ce qu'on voulait produire. Et donc, du coup, ça, en pouvant monitorer le bon fonctionnement des machines, on est sûr qu'elles sont bien réglées et que du coup, on ne va pas dépenser de la matière première et de l'énergie à produire quelque chose qu'on va jeter. Et donc ça, voilà, c'est le fait d'avoir des outils de monitoring et de maintenance prédictive et de surveillance en général, ça permet d'avoir cet impact-là sur l'amélioration des performances environnementales de l'entreprise et de ne pas gaspiller ses ressources sur des problématiques de rebut. Du coup, on continue dans cet ordre. Allez. Oui, donc nous, effectivement, Schneider Electric, alors nous, on embrasse, on va dire, si je pourrais dire, les deux disruptions liées à la transition énergétique, développement durable et le changement climatique qui impactent fort, on va dire,
on va dire, à l'échelle de la planète, et puis la disruption liée au digital. Et finalement, nous, effectivement, la digitalisation ne peut pas être dissociée de la partie énergie et fatalement donc du changement climatique et du développement durable. Et finalement, si on fait la synthèse de l'ensemble des sujets qu'on a abordés, alors oui, Schneider Electric est aussi engagé dans tout un ensemble de programmes à l'échelle mondiale pour une action forte vis-à-vis de l'enjeu majeur, vis-à-vis, effectivement, il y a la crise sanitaire là, qui nous impacte et qui nous donne une période difficile, mais finalement, on voit quand même qu'on arrive à maîtriser ça. Et à mon sens, l'enjeu climatique est beaucoup plus important, même s'il est à plus longue échéance. Ça pourrait être beaucoup plus catastrophique que, on va dire, la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Donc oui, nous, on est engagé de manière très forte sur l'impact de nos opérations et de nos actions sur le développement durable. Il faut savoir que Schneider a pris des engagements forts vis-à-vis de la nouvelle trajectoire qu'on veut en termes d'évolution pour le changement climatique et notamment les évolutions des températures, etc. Donc on est plutôt, nous, en faveur d'une courbe qui vise à 1,5 point de degré d'augmentation, et donc tout ce qui est action qui en découle est basé sur ça. Et finalement, on a pris récemment, par exemple, l'engagement d'avoir la neutralité carbone d'ici à 2025 plutôt qu'à 2030. Donc on a coupé 5 ans, on a raccourci de 5 ans notre volonté d'avoir la neutralité carbone, alors qu'on s'entende bien notre neutralité carbone sur le scope 1 de nos opérations, qui est en fait finalement l'ensemble de nos émissions carbone liées à notre activité industrielle en tant que telle, et ensuite d'accélérer sur les autres scopes qui sont finalement la manière dont on source l'énergie, pour faire en sorte de sourcer de l'énergie durable et verte, d'accord, et aussi la manière dont on accompagne finalement les plans de transformation qui permettent de sourcer aussi ce type d'énergie. Et puis sur le dernier scope, à plus longue échéance, vis-à-vis de l'ensemble de notre supply chain, donc effectivement des objectifs à la fois court terme, sur l'ensemble de nos propres activités et sur l'ensemble de notre activité pour atteindre cette neutralité carbone. Et si je fais le point avec l'ensemble des sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, fatalement, vous l'avez dit, en premier lieu, ça consiste à monitorer nos installations, à diminuer l'impact de nos opérations industrielles proprement dit au travers de nos process, par le monitoring, par le biais d'actions d'efficacité énergétique et de solutions, on va dire, vertes. Ensuite, ça impacte la manière dont on source notre énergie. Donc évidemment, pour s'assurer qu'on source de l'énergie verte, pour qu'on source de l'énergie renouvelable, et pour qu'on finance aussi des plans d'implémentation qui permettent de sourcer l'énergie, mais aussi, on va dire, de fournir de l'énergie partout dans le monde, fatalement, ça implique d'avoir une connexion avec un ensemble de partenaires, avec un ensemble de fournisseurs d'énergie, etc. Et donc ce lien avec cette approche end-to-end, cette approche connectée en termes d'échange de données et de vision end-to-end, on va dire. Donc fatalement, oui, on peut pas dissocier, tout comme on ne peut pas dissocier l'approche cybersécurité de la digitalisation, on ne peut pas dissocier l'approche développement durable, l'approche décarbonation de cet ensemble de chaînes de valeur et donc finalement d'échange de données et de digitalisation de l'information pour pouvoir accéder à tout ça. Donc on avait voulu aussi, merci, donc on est dans la dernière ligne droite là, des enseignements. Le thème de la cybersécurité, en fait, à la base, dans la préparation, on l'avait isolé. Et finalement, on l'a abordé en permanence. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis un peu en colonne vertébrale sur le côté, parce que qui dit digital ne peut pas être en opposition avec la cyber. Il y a forcément une stratégie cybersécurité à avoir. Et Eddy l'a mentionné à un moment donné. Donc voilà, toute la cyber a été, la cybersécurité l'angle de la cyber a été abordé sous tous les sujets. On est dans la dernière ligne droite là, de cet atelier. Donc pour nos auditeurs, donc on va refaire un petit tour de table et puis Élodie finira par les incitations côté financière, sur comment quelles sont les solutions qui s'offrent aux industriels pour mettre en place ce type de solution. Mais si voilà, la dernière question que je pourrais vous poser, et puis vous y répondrez tous, c'est quelque part quels conseils vous donneriez à nos auditeurs sur la mise en œuvre d'une stratégie digitale, comment on s'y prend. On a parlé, Bruno, effectivement, d'architecture, on a parlé d'usage, on a parlé de priorisation, on a parlé de tout un tas d'éléments. C'est quelque part quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs en disant, voilà, maintenant, demain, moi je suis industriel, j'ai envie, j'ai compris qu'il fallait que je me lance de manière un peu plus intensive dans la digitalisation de mes opérations, comment je m'y prends quelque part? Bon, du coup, je vais recommencer. Comme ça donnera le fil conducteur. Alors,
juste encore deux choses. Le succès d'un programme de transformation industrielle, finalement, il réside sur le fait de pouvoir passer à l'échelle. C'est finalement de mettre à disposition l'ensemble de ce qu'on a défini comme étant des solutions standards ou des solutions technologiques permettant d'aider les métiers. Comment on fait pour passer d'une vision site, d'une vision usine, à une vision groupe, comme on le fait chez Schneider Electric à l'échelle de 200 usines ou de 200 centres de distribution. Donc ça, c'est un point clé. Et le deuxième point clé, au-delà de cet aspect scalability, on va dire, c'est vraiment la vitesse de mise en œuvre. Parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre des architectures, comme on l'a dit, qui permettent de passer à l'échelle un programme et de le faire avec une vitesse d'exécution qui est pas adaptée au regard justement de l'accélération de toutes ces modifications de tendances, de marché, de régulation, de crise sanitaire éventuellement et de tout ce qui impacte, on va dire, les opérations. Donc clairement, nous, ce qu'on voit, le retour d'expérience qu'on a avec l'ensemble de nos clients, c'est que oui, beaucoup ont lancé des initiatives de pilotes, de mise en place de solutions technologiques, mais sur des sites, de manière isolée, et un peu en espérant que par le biais du bottom-up, bah oui, il va dégager de tout ça des standards, des solutions, et que ça va permettre à l'entreprise d'avancer dans sa transformation digitale. Alors malheureusement, je peux vous dire concrètement qu'après X années d'expérience dans le domaine, ça ne marche pas. Oui, ça peut être un facteur, c'est-à-dire qu'on doit avoir... on doit laisser l'initiative au terrain, on doit pouvoir avoir ce pouvoir d'innovation, on va dire, au niveau des sites, au niveau des opérateurs, etc. Et avoir ce phénomène au bottom-up, on va dire. Mais si vous n'avez pas une vraie structure de programme qui associe, oui, une vision de roadmap qui finalement répond à des enjeux métiers, parce que l'enjeu de la transformation industrielle, c'est ça, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des tendances sur les marchés, il y a des comportements de consommateurs, etc. Tout ça, toutes ces tendances impactent finalement la réalité de mes opérations. Là où avant, je produisais 100 000 parfums, bah aujourd'hui, je dois produire des séries de 50 en écrivant Bonne fête maman, et le mois d'après, je dois écrire Joyeux Noël. Donc voilà, tout ça, ça impacte les opérations. Et comment finalement, par le biais des solutions technologiques, je mets cette agilité au cœur de mes opérations. Donc finalement, la transformation industrielle, c'est adapter le besoin d'agilité au niveau des opérations avec les enjeux stratégiques et la vision de l'entreprise. Et comment on réalise ça concrètement aujourd'hui? C'est par l'intermédiaire de programmes, avec une réelle gouvernance au niveau des datas qu'on veut collecter, parce que collecter de la data, c'est bien, collecter de la data utile, c'est mieux, et collecter de la data utile et intègre, c'est encore mieux. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a la capacité d'exploiter la donnée, c'est s'assurer qu'en face, on ait une organisation, à la fois sur les sites, mais aussi au global, et aussi avec des niveaux intermédiaires, pour pouvoir assurer, tant d'un point de vue technologique qu'organisationnel, le passage à l'échelle de ces plans de transformation, et finalement la récupération de valeur au regard de tous ces investissements. Et évidemment, le dernier point, c'est de dire, on doit répondre à un use case qui devient un business case, c'est-à-dire qu'on doit y faire une approche financière avec du retour investissement, en prenant l'approche locale et globale, et c'est ainsi qu'on déploie une vraie transformation industrielle par le biais du digital. Bravo, je ne sais pas ce que je vais rajouter. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une vision top-down et une vision bottom-up. Hein. C'est sûr qu'il faut faire germer les idées là où elles sont, mais il faut encadrer, guider en même temps la démarche. Et c'est pas si naturel que ça de guider cette démarche-là, parce que l'approche qu'on a de l'industrie 4.0, tout de suite, c'est de se dire c'est une affaire d'experts et c'est pas une affaire de management. Et là, je crois qu'on se trompe. Effectivement, c'est une affaire de management qui doit intégrer l'architecture IT, la vision dans quel cadre on déploie tout ça, puisque c'est à chaque fois des data. Ça nécessite également de donner des orientations, des consignes des fois un peu précises, rien que sur l'achat d'équipements, par exemple. Hein. Bon, une des difficultés quand on veut connecter, je sais bien que vous m'avez dit tout à l'heure que tout était connecté, ben non, je suis désolé, chez nous on a du matériel qui n'est pas connectable, et puis on achète encore des fois du matériel sans se préoccuper de savoir s'il peut être connecté. Donc oui, parce que y a une option à mettre, et puis ça coûte cher, j'ai pas le budget, donc je prends pas l'option. Parce que, bon, voilà. Donc, il y a quand même un minimum d'orientation à donner qui sont top-down par rapport à ça. Donc, voilà. Je crois beaucoup également sur ce sujet-là, comme à beaucoup d'autres,
au fait de savoir travailler en équipe et en commun. C'est encore plus difficile parce qu'on a affaire à des experts, et par définition, des experts ont toujours beaucoup de mal à travailler en réseau et en commun, puisque par définition, un expert, c'est lui qui sait, donc je ne vois pas pourquoi je demande aux autres. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil, les experts m'excuseront. Voilà, donc ça, c'est un sujet également qui est important. Et puis vous avez également insisté sur la notion financière. C'est que, bon, quand on déploie ça, bon, faut un peu d'argent. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Est-ce qu'il y a une rentabilité? Est-ce qu'il n'y a pas une rentabilité? Quel est le ROI de tel ou tel? Est-ce qu'il faut y aller avec ou sans ROI, hein, puisqu'il y a peut-être une quinzaine d'années, on se demandait la nécessité, est-ce qu'il y avait un ROI de remplacer les agendas papier par des quoi, ou je ne sais pas quoi à l'époque, hein. On se dit, mais c'est quoi la rentabilité de ça? Aujourd'hui, on ne se pose pas la question de la rentabilité d'avoir un smartphone. C'est devenu obligatoire. Donc il y a un peu faire cette part des choses en disant cet aspect de digitalisation, il faut que j'y aille, je ne me pose pas de questions. Et d'autres aspects, attention, là tout de suite, calcul de ROI, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc il y a cet aspect financier qui doit être mis à sa place, quoi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc bravo pour la synthèse. Moi, de mon point de vue, mettre en place des outils digitaux et commencer sa transformation digitale, ou en tout cas la continuer, ça n'a rien de magique. Donc il faut, comme on l'a dit, hein, qu'il y ait une marche collective pour désiloter un peu les différentes équipes pour qu'il y ait un plan commun, quoi, à atteindre. Et après, ça demande une méthodologie et ça demande de pouvoir, je pense, commencer petit. Alors, il ne faut pas que ça reste isolé, mais par contre, il faut avoir une stratégie, la tester sur quelque chose de petit pour que tout le monde se rassure, pour trouver le ROI qu'il faut et évaluer la pertinence de la solution qu'on teste. Et à partir de là, après, l'enjeu, c'est de pouvoir passer à l'échelle et d'aller vite dans le déploiement, comme tu le disais, Eddy. Mais je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans le contexte et dire, si on commence petit, en fait, c'est bien, et je pense que c'est bien pour tout le monde, autant pour les industriels que pour les apporteurs de solutions. Ça permet de partir sur quelque chose de concret, s'assurer qu'on se comprend mutuellement, parce que dans ce genre de cas, le choix des partenaires est essentiel. Et donc, trouver les bons, le match qui va bien pour lancer un projet de cette ampleur-là, c'est quelque chose qui est rassurant et qui permet, ensuite de déployer les choses de façon plus sereine et pérenne. Alors c'est excellent, Margot, parce que le slogan chez Schneider, c'est « Think big, act small, scale fast ». Donc exactement ça, Titi. Encore une belle conclusion. Du coup, moi, cette phase d'expérimentation, c'est vrai qu'elle est très importante et je pense que tous les acteurs aujourd'hui digitaux la considèrent. J'aimerais aussi refaire un petit focus sur la partie PME parce que c'est vrai que là, on pense vraiment aussi stratégie grand groupe. Et il y a aussi le quotidien des PME. Alors moi, j'ai l'occasion d'aller dans différents secteurs d'activité et toute taille d'entreprise. C'est vrai que la PME, j'y allais beaucoup moins parce que de fait, un peu moins mature sur ces sujets ou peut-être moins prioritaire, et peut-être pas la ressource en interne pour porter ces sujets, peut-être pas la vision parce qu'on était vraiment sur de la gestion peut-être trop court terme, trop incident. Il y a un vrai changement aujourd'hui. Je pense que la PME s'empare de ces sujets, que par contre les problématiques quotidiennes restent les mêmes. Et on a un devoir, je pense, autant grands acteurs industriels qui peuvent partager leur expérience, mais en les adaptant au contexte de la PME, et nous aussi entre acteurs de solutions, on va dire, digitales. Parce que la PME, il va falloir aller sur de l'efficacité très rapide, la simplicité de mise en place, et puis aussi ce côté scalabilité. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour de la stratégie, et j'espère que justement Elodie va pouvoir enchaîner là-dessus. Parce que moi, au quotidien, quand je rencontre ces PME, j'ai encore trop souvent la demande de j'ai des écrans, ou je veux mettre des écrans, qu'est-ce que je mets dedans? Et quand on commence comme ça, on ne peut pas aller très loin. Donc je pense qu'il y a vraiment une stratégie à mettre en place en amont, d'accompagnement, je pense d'acteurs conseils aussi, dans les choix, et d'avoir une visibilité sur les solutions qui existent et ce qu'elles représentent en face, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire les mêmes pas. Donc avoir cette... et je pense que le partage d'expérience permet de faire ça. Voilà, Elodie, c'est à toi. C'est parfait, excellente transition.
J'allais rebondir exactement sur la partie PME parce qu'il y a vraiment des enjeux forts en effet, parce que histoire de ne pas non plus se retrouver avec différents niveaux de transformation digitale et avec des vitesses différentes, parce on parle beaucoup de supply chain, et donc il y a le rang 1, mais il y a le dernier rang aussi de la petite PME ou TPE qui intervient pour les grands donneurs d'ordre. Et donc ça, c'est important qu'elle se transforme également. Par rapport au plan de relance, donc dans le nuage d'annonces qui a été faite, alors on ne va pas se plaindre parce qu'il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place, donc il y a des outils, il y a des leviers. Donc moi, je vais faire vraiment un zoom sur la partie industrie et transformation numérique pour donner quelques outils principaux qui ont été mis en place avec vraiment le focus régional, et j'aborderai 2-3 dispositifs État également. Plan de relance qui a été annoncé le 30 juin et voté le 30 juin avec 1,3 milliard mis par la région sur notamment différents axes. Donc l'axe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la transformation et c'est surtout sauvegarder les emplois via l'économie et notamment via l'industrie. D'accord, donc ça c'est l'axe fort où il y a 50 millions qui ont été fléchés sur cet axe-là spécifique. Par rapport à ça, ce qui est important de voir, et pour rebondir sur tout ce qui... j'aurais pu intervenir à chaque moment et dire on a quelque chose pour ça, c'était pas le but. Et donc, je pense qu'en effet, il y a 2 points. Je disais en introduction qu'il y avait la notion équipement et la notion humain. Et donc, dans le soutien aux entreprises, il y a la notion, en effet, conseil et investissement, parce que chacun a des degrés de maturité différents dans ses projets. Et donc, je pense que c'est important de prendre ces axes-là et cette segmentation-là pour présenter les dispositifs. Par rapport à l'axe conseil, on a plusieurs dispositifs qui permettent aux entreprises d'être financées sur de l'ingénierie et notamment par des experts ou par des cabinets de consultants extérieurs. Si je prends au niveau de l'accompagnement, on a des dispositifs qui s'appellent Booster TPE ou Booster PME. Je vais peut-être l'enlever. Oh là. Et donc Booster TPE, Booster PME qui permettent en effet d'avoir 2 jours et demi de conseils sur notamment le digital et comment digitaliser mon entreprise. Donc ça, c'est financé intégralement par la région, d'accord. Donc ensuite, on a un dispositif au niveau régional et copiloté, cofinancé par l'État qui s'appelle le diagnostic industrie du futur. Il pourrait s'appeler autrement, il pourrait s'appeler performance industrielle, il pourrait s'appeler... voilà pourquoi, parce qu'il est très large et il permet d'aborder notamment des problématiques de... Au-delà du process, je dois changer ma ligne, quel outil je mets ou est-ce que c'est pertinent d'avoir... Voilà. Il permet aussi de dire, je dois me digitaliser, quel va être le bon outil. Parce qu'en effet, je rebondis sur ce qui a été dit, le choix pour une PME notamment, ou même pour un grand groupe, de l'outil, quelqu'un qui se plante dans son ERP, c'est un peu embêtant. Et ça arrive, d'accord, dans le concret et dans le terrain. Donc ça, c'est un outil aussi qui permet d'avoir 10 jours de conseil financés à 80% avec un plafond à 8 000 €. On a plein de consultants qui sont labellisés sur différentes thématiques, de l'intelligence artificielle à des choses très techniques de process, donc c'est vraiment très large, même au niveau ressources humaines ou diversification de marché. Donc ça, c'est un outil sur lequel il y a beaucoup d'enjeux et qui est vraiment pour moi un levier intéressant en termes de je pose et après je mets dans l'opérationnel, d'accord ? Donc ça, c'est un deuxième outil. Sur l'aspect conseil, on a également, on cofinance la RACT. On parle beaucoup d'humains. On a possibilité aussi d'être accompagné sur la mise en place du télétravail, sur le dialogue, notamment tout ce qui est climat social. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que dans l'industrie, dans une PME, il y a des gens qui sont au télétravail, les cadres, mais il y a des gens qui restent en ligne de production.
c'est pas forcément quelque chose qui peut être facile à gérer et qui peut créer des tensions. Et donc c'est notamment ce dispositif peut permettre aussi en quelques jours de dire comment gérer cette nouvelle organisation et cette nouvelle structuration de vos RH. Parce que clairement, on ne l'a pas dit, mais on n'est pas dans une situation qui est ponctuelle. On est dans une situation qui va être amenée à durer et d'ailleurs qui est même à intégrer, de dire raisonnons, alors je ne vais pas être pessimiste, mais raisonnons comme si ça n'allait jamais se résoudre. Donc non, tout ça pour dire que autant être prêt et pas être dans l'attentisme. C'est juste pour dire ça, on va dire pas être dans l'attentisme. Donc du coup, prenons l'avant là-dessus. Donc ça, c'est des dispositifs aussi qui sont 100% financés par la région. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors je regarde ma petite anti-sèche pour rien oublier. On a parlé de cybersécurité. Il y a un plan cybersécurité régional. Ça a été une volonté forte, notamment de la région, de se positionner là-dessus, parce que c'est quelque chose qui vient plutôt... on n'y pense pas tout de suite. Il y a eu beaucoup de problématiques, notamment dans la mise en place et dans le confinement, dans la mise en place d'outils, parce qu'on n'a pas pensé à cet aspect-là, d'accord ? Alors que ça doit être central. Donc, par rapport à ça, la région a souhaité, bien avant le confinement, mais c'est des outils qui sont encore accessibles. Sur la partie conseil, il y a 2 dispositifs dans le plan cybersécurité. Il y a une première partie, c'est pour la partie formation et sensibilisation. Il est important parce qu'on ne sous-estime pas, il y a des entreprises ou des dirigeants qui ne connaissent pas la cybersécurité. Donc cette sensibilisation de toutes les entreprises ou d'un maximum d'entreprises, elle est importante. Il y a un deuxième aspect, il y a la partie conseil. Sur cette partie conseil, la région aussi accompagne et finance des diagnostics cyber-conseil, pas cyber-conseil. C'est quoi ? C'est jusqu'à 5 000 € de financé pour des audits de votre système de sécurité, des audits, des tests des tests d'infraction, en termes internes ou externes. Voilà, ça finance, ça permet de quoi ? De savoir qu'est-ce que je vais mettre en face pour lutter contre ça. D'accord, donc il y a un partenariat avec la gendarmerie, il y a un certain nombre de cabinets qui sont labellisés aussi pour intervenir. Donc ça, c'est des outils à la disposition des entreprises. Plutôt PME, en effet, mais on ne va pas détailler tous les critères et les cases à cocher, ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc par rapport à, pour l'aspect conseil, ce sur quoi on peut intervenir. Donc sur l'aspect ensuite, je vérifie que j'oublie pas de choses cruciales. Sur l'aspect investissement. Alors, sur l'aspect investissement, au niveau régional, on a voté aussi en septembre un cadre qui permettait notamment d'intervenir pour tout ce qui est transition numérique auprès des plus petites entreprises et sur des choses qui sont très concrètes. Alors, pas sur du site vitrine ou des choses comme ça, mais sur j'ai besoin de passer ou de mettre en place justement de la relation B2B ou une plateforme d'échange, des choses comme ça, entre fournisseurs et clients, voilà. Donc sur de la partie ERP. Donc ça également, la région peut intervenir jusqu'à 40% de subventions. D'accord, on parle beaucoup de subventions en ce moment. Et donc sur cet accompagnement en investissement. Par rapport à l'investissement, j'aimerais faire un zoom aussi sur un dispositif qui est un appel à projet piloté par la région, qui s'appelle l'appel à projet collaboratif Industrie du futur. Ça permet quoi ? La volonté, elle est que de faire travailler ensemble des entreprises sur un projet tourné vers l'industrie du futur, plutôt process. Et donc, pourquoi ? Pour mettre en relation aussi toute une partie de la recherche fondamentale avec les labos, les centres techniques qui sont nombreux en région et qui ont des compétences. On pense à l'INERIA, par exemple, qui a déjà postulé sur ces appels à projets. Cet appel à projet, il permet quoi ? Il permet de mettre en place un projet avec une subvention qui va jusqu'à 200 000 €, d'accord, avec un taux d'intervention de 40 à 50% selon qu'on soit une entreprise ou un centre technique. Ça, c'est des outils qui sont disponibles tout de suite, d'accord ? Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Sur la partie investissement,
il y a des choses qui ont été actées au 30 septembre, mais qui sont encore en train d'être calées, notamment pour tout ce qui est PME et grands groupes, en termes de justement comment accompagner au mieux en investissement dans la transition numérique les PME. Parce que le constat est qu'on part du terrain, voilà, du besoin des entreprises, pour essayer de construire des dispositifs qui correspondent le mieux aux besoins et d'essayer de ne pas avoir de trous dans la raquette. Il y en a peut-être, mais on essaye au maximum d'essayer de répondre aux besoins des entreprises. Donc c'est en train d'être calé sur la partie PME grand groupe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être annoncées en ce moment, et donc on a besoin aussi de coordonner pour que la réponse soit la plus lisible possible en termes de soutien aux entreprises. Et donc, je regarde juste, sur comment solliciter et comment avoir les informations plus en détail. Alors, depuis lundi dernier, conférence de presse, il y a un guichet unique qui a été opéré, notamment suite à la mise en place. Il y a eu une cellule, notamment pendant le confinement, qui a réuni le Conseil régional, l'État, les différentes CCI et chambres des métiers, et également certaines agglomérations, certains EPCI, et qui a donc du coup été mis en place pour répondre aux questions des entreprises. Là, annonce en lundi dernier, guichet unique. Donc vous avez un numéro à appeler, vous êtes une entreprise, vous avez un numéro à appeler pour donc du coup avoir les réponses à vos questions. Et il y a également un site du Conseil régional, relance.hautefrance.fr, qui permet de balayer les différents dispositifs. Voilà, donc juste aussi, et je terminerai aussi par notamment deux dispositifs qui sont sur l'industrie du futur, qui ont été lancés par l'État et un dispositif région, notamment il y avait un dispositif qui était du suramortissement pour les investissements. Suramortissement, ça ne répond pas aux besoins, parce que suramortissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire crédit d'impôt. Crédit d'impôt, ça veut dire résultat. On n'est pas dans une phase où les entreprises envisagent de faire beaucoup de résultats. Et donc, ça ne répond pas aux besoins. Et parce que ça dit trésorerie. On n'est pas dans une phase aussi, on sait qu'il y a plus de 40 000 PME, 40 000 entreprises qui ont fait des PGE. On n'est pas dans une situation où la trésorerie, elle permet de faire des avances. Donc, le suramortissement est passé en subvention à hauteur de 10% ou 20% pour tout ce qui est investissement lié à l'industrie du futur. Et donc, ça, c'est un dispositif État. On a en parallèle de ça un dispositif régional qui s'appelle donc le robot numérique, qui permet à une entreprise, PME ou ETI, d'investir d'investir dans un premier robot. Donc c'est de la subvention, avec notamment jusqu'à 30 000 € de subvention sur la prise en charge du premier robot. Et également, étant donné que l'emploi est au cœur de toute préoccupation de l'économie, un bonus par rapport à la création d'emplois de 2 000 € sur la création en CDI. Donc voilà sur les dispositifs en investissement. Pour conclure, il y a beaucoup d'outils. Et donc en effet, beaucoup d'entreprises sont perdues. L'indication qu'on peut donner pour que ça soit le plus simple possible, c'est en effet de passer par le guichet unique où tout est centralisé avec des fiches informations et voilà, pour être routé le mieux possible dans les différentes institutions qui participent au plan de relance. Voilà pour les dispositifs. Merci beaucoup. Merci Elodie pour ce partage d'informations et d'incitations qui, je l'espère, permettront d'accélérer encore plus la transformation digitale, notamment sur les industries des Hauts-de-France. On est quasiment au terme de l'atelier. Je voulais juste me tourner vers Jacques et Julie pour savoir s'il y a des questions qui étaient de nos auditeurs. Sachant qu'effectivement, après, sur le dernier slide, moi, je mettrai mon adresse mail pour les gens qui nous regarderaient en replay, pour effectivement poser les questions, parce que je pense on espère que ça a créé de l'envie, de l'engouement, et que derrière, il y aura effectivement des projets au niveau de la région. Jacques, je te passe le micro peut-être. Un groupe comme Bonduelle fait-il confiance aux startups pour se faire accompagner sur des sujets clés comme ceux que vous évoquiez ?
Un groupe comme Bonduelle fait-il confiance aux startups pour se faire accompagner sur des sujets clés comme ceux que vous évoquiez? La réponse est oui. Oui, on a une direction de la R&D qui est particulièrement liée au tissu des startups régionales, et on a un certain nombre de projets en cours qui font appel à tous ces beaux savoir-faire. Tout à fait. Pas encore. Non, je partage juste aussi la vision de l'industriel Schneider parce que c'est important. Aujourd'hui, on est tous réunis parce qu'il y a ce lien aussi avec les startups et Schneider Electric. Donc, c'est important de le souligner. Et c'est des acteurs importants pour cette transformation industrielle. Il faut savoir que chez Schneider Electric aussi, l'innovation par les startups est au cœur de notre programme. Même si ce n'est pas complètement intégré au programme, on a ce qu'on appelle un centre de l'innovation qui a pour but justement d'apporter au sein de nos usines des solutions un peu disruptives, telles qu'elles peuvent être proposées ici par les acteurs. Et on les teste directement dans nos usines pour aussi les faire passer, on va dire, de potentielles solutions à réelles solutions qui peuvent être industrialisées. On avait une autre question. Qu'en est-il de vos impacts respectifs sur l'environnement? Est-ce que des applications comme PingFlow peuvent contribuer à une supply chain durable? Sur la partie PingFlow, donc nous on rend visible l'information. Donc je pense que justement c'est un sujet qui va arriver. Alors aujourd'hui je le constate pas encore assez, je pense, mais je pense que justement il y a tout ce mécanisme qui se met en place, ce côté industriel, et à un moment l'information va justement exister. Et à mon avis c'est une information à mettre en valeur au plus près des collaborateurs aussi, pour qu'ils se rendent compte du chemin qui est en cours côté industriel. Et à mon avis, ça va être des paliers qui vont être très évolutifs, et il y aura des pas à célébrer aussi. Et pour moi, ça doit faire partie de l'organisation, du management et de la culture de l'entreprise. Donc oui, à mon avis, ça sera un prochain sujet que j'adorerais mettre en place. Je fais juste le lien, mais on l'a certainement dit, mais la collecte de données lié directement à l'efficacité énergétique, oui, impacte, on va dire, la performance industrielle, mais aussi notre émission carbone. Et donc ce chemin qu'on fait vers la neutralité carbone passe obligatoirement par la récupération d'informations, par le traitement de celles-ci et donc par les actions associées. Et oui, demain, si on veut être vraiment, on va dire, carbone neutral vis-à-vis de nos usines, vis-à-vis de notre sourcing et vis-à-vis de l'ensemble de la supply chain, on aura obligatoirement à avoir à traiter une donnée intègre sur l'ensemble de cette supply chain. Oui, je peux rajouter aussi que c'est un domaine dans lequel chacun doit être responsable. Et on sait que le résultat il sera obtenu si chacun a conscience de sa responsabilité. Et la digitalisation doit permettre à chacun d'avoir les informations qui le concernent lui sur sa façon d'être acteur dans ce domaine. Une autre question, pouvez-vous nous dire quels engagements ont été pris dans vos entreprises pour faire face aux impacts et au contexte de la crise dans les mois à venir? Les impacts concernent principalement, enfin les plus gros impacts visibles, c'est l'organisation du travail. Clairement, on est en train de changer de monde et c'est nécessaire d'avoir une claire vision de ce que doit être demain l'organisation du travail dans l'entreprise. Là, il faut se refaire une copie un petit peu 360 ou base zéro, je ne sais pas comment il faut appeler ça. L'expérience du confinement est très riche, aussi bien, je dirais, en faveur qu'en défaveur, puisque la relation en a été affectée. Je crois que chacun, quand on va au travail, c'est aussi pour entrer en relation avec l'autre. C'est pas uniquement pour gagner sa vie ou assurer la mission d'entreprise. C'est aussi extrêmement important. Et donc là, on est très très affecté par ça, tous et chacun là-dessus. Donc oui, pour moi, c'est le plus gros impact, c'est cette réflexion sur la nouvelle organisation du travail et l'impact sur la relation entre les uns et les autres. Si moi je peux témoigner, alors nous on est une jeune start-up, on est une dizaine de personnes.
Je te rejoins complètement quand tu parles de lien. Et je pense que, alors nous, en tant que jeunes employeurs, hein, pour donner notre retour d'expérience à nous, alors l'avantage de bosser dans la tech, c'est de pouvoir travailler à distance sans problème. Par contre, ce lien avec nos clients, quand on recrute des jeunes, puisque nous aussi, on recrute des jeunes sortis d'école, comment ils rentrent dans le monde professionnel et comment nous, on avait l'habitude de faire du lien voilà, en rencontrant les gens, en faisant des after-work, en faisant, voilà, en allant à des événements, etc., des clubs. Mais comment aujourd'hui tout ça s'est repensé et comment il faut quand même continuer à se renouveler, à continuer à garder le lien. On le crée, mais il faut qu'il se nourrisse au fur et à mesure. Et donc, du coup, ça, dans nous, personnellement, dans notre façon de manager, il faut voilà, le prendre en compte également. Donc, c'est un challenge à tous les étages et on est ravis de pouvoir, à notre échelle, avec nos intuitions et puis en partageant, comme des réunions aujourd'hui, sur voilà, comment on peut... On est tous dans le même bateau, qu'on soit très gros, très petit, et comment on fait pour essayer d'aller de l'avant. Et je pense que le point très important, c'est de rester positif. Si on n'y croit pas, si on ne tend pas vers quelque chose qui nous inspire, en fait, on n'y arrivera pas. Donc, restons positifs. Et on a une dernière question. Que pensez-vous des entreprises qui possèdent et utilisent des outils qui leur permettent de voir tout ce qui se passe sur l'écran de leurs employés, que ce soit au télétravail ou sur le lieu du travail ? C'est une question qui est assez... Bon, on pourrait répondre, je pense que le sujet du pilotage à distance est important parce qu'on est tous en train de... Alors là, je pense plutôt en tant qu'employeur, de découvrir un télétravail qui s'est intensifié rapidement. Et même côté collaborateur, c'est pas facile à gérer non plus, puisque en fait, tout ce lien qui était physique disparaît. Et pour moi, il y a deux enjeux. Il y a la responsabilisation des collaborateurs qui est importante, mais elle n'est pas innée. Donc il faut aussi comment l'employeur et le manager accompagnent la responsabilisation de l'équipe. Côté de ça, ça nécessite aussi un pilotage de la mission. Parce que peut-être les missions qui étaient peut-être moins cadrées, moins floues, apportent une difficulté de clarté pour le collaborateur quand il se retrouve seul. Et donc, c'est peut-être aussi des axes à revoir et, à mon avis, va nécessiter un suivi plus régulier de la mission, des attentes, des objectifs, pour que la personne gagne en autonomie et en responsabilité. Mais il ne faut pas croire que c'est inné, c'est vraiment, en tant que manager et employeur, de travailler la question. Là, pour le coup, on est tous dans le même bateau, mais si on réussit à ça, je pense que tout sera bénéfique pour le futur. Je suis optimiste. Je complète juste un peu parce que, effectivement, à l'échelle d'une entreprise comme Schneider, c'est quelque chose d'important. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que finalement, alors effectivement, il y a une chose qui a été posée par la région qui est très importante, c'est de prendre en compte l'impact de ce télétravail. Parce qu'on a mis beaucoup en avant les aspects positifs du télétravail, mais il y a beaucoup de complexité autour de ça. Simplement parce que certaines personnes n'ont pas la structure matérielle ou l'environnement adéquat pour pouvoir exercer comme ça. Donc peut-être parfois aussi revoir certaines exigences vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de certaines catégories de salariés par rapport à leur environnement. Et encore une fois, au plus tôt on a embrassé l'ensemble de ces challenges, au mieux on est pour le futur. Typiquement, chez Schneider Electric, c'était déjà, par exemple, intégré cette notion de télétravail à hauteur de 40% du temps de travail de chacun des employés, donc ce qui était déjà significatif. Donc finalement, on a eu moins de difficultés, je ne vais pas dire qu'on n'a pas eu de difficultés, mais on a eu moins de difficultés de passer à un moment donné à du 100%, parce qu'au-delà de l'autorisation, cette notion de responsabilisation, cette notion de règles claires autour de l'ensemble de ce mode de travail était définie. Et donc finalement, c'est aussi ça le fait de, au plus tôt, embrasser l'ensemble de nos challenges futurs, la transformation digitale, la cybersécurité, la sustainability, le télétravail et tout ce qui est associé. Au plus vite on s'y prépare, au mieux on est armé pour le futur finalement. Moi, je voudrais répondre assez directement, puisque la question est claire. Donc, qu'est-ce que je pense de ça ? J'en pense pas du bien, donc clairement. En revanche, je voudrais positionner le sujet peut-être à un niveau un petit peu plus global que le sujet de l'entreprise, puisque c'est le sujet de quel est l'impact de la digitalisation sur la confidentialité, sur la vie privée de tout un chacun. Et à l'intérieur de ça, l'entreprise a un rôle à jouer, je dirais, sérieux et éthique, comme tout un chacun, à l'intérieur de dispositifs réglementaires et de lois qui existent et qui doivent s'appliquer.
et avec certainement une couche supplémentaire d'éthique qui dépend de chaque entreprise. Et moi, de ce côté-là, je fais très confiance à mon entreprise. Merci beaucoup. Donc il en vient pour moi la tâche de clôturer, on va dire, cet atelier. J'espère que vous avez pris, chers auditeurs, autant de plaisir que nous à participer à cette session. On a abordé tous les sujets, on a même été au-delà de ce qu'on avait préparé dans les réunions de préparation, donc c'est top. Juste pour resituer, pour nous, Schneider, c'est important de participer à des événements comme le World Forum. Ça connecte effectivement les entreprises, les opérateurs un peu plus globaux avec le tissu local et les écosystèmes. Et on y a un attrait vraiment assez particulier pour nous. Et on parlait de start-up tout à l'heure. Demain, on fait un challenge justement pour détecter des pépites dans la région autour du 4.0 et puis du développement durable. Donc pour nous, c'est vraiment un axe fort et on sent que c'est un besoin aussi des industriels, que ce soit des PME, TPE ou des grands groupes, d'avoir cette mixité entre des grands donneurs d'ordre et de l'agilité qu'on peut trouver autour du tissu start-up. Surtout que dans le Nord, on a quand même la chance d'avoir des incubateurs qui sont assez en avance. On parle de Ratec, on parle de la Pleine Image, etc. Donc on a quand même tout un tas d'incubateurs que Rêve 3 accompagne, que l'ADEME accompagne, que différentes institutions accompagnent, que la région accompagne. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier. Je voulais remercier nos différents intervenants. Elodie pour la région, Claire pour Pinkflow, Margot pour Diagramme, Bruno pour Monduel et puis Eddy pour Schneider. Donc on n'est pas beaucoup dans la salle, on va vous applaudir. Sur les différents sujets abordés. Et juste un dernier point pour les gens qui verraient cette session en replay, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Partagez sans modération. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon mail et je me porte garant de revenir vers les différents intervenants et vous apporter la réponse que vous attendez. Et un grand merci, une bonne journée et puis un bon World Forum. Merci beaucoup.